Salut Caroline. Salut David. J'aime bien commencer ces podcasts en te demandant si tu as une petite routine matinale qui te permet de te réveiller plein d'énergie, de motivation pour la journée à venir et puis être rayonnante parce que je sais que la comparaison, l'analogie avec le soleil est assez ancrée dans ton travail. Alors, routine du matin. Écoute, j'ai pas une routine spécifique que je fais tous les matins, mais il y a quelques petits éléments et quelques petits rituels euh, que effectivement, que je multiplie certains matins. En tout cas, enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une chose que je fais tous les matins, c'est une douche froide. Donc ça, c'est un peu je dirais mon rituel beauté. Enfin, rituel du matin, rituel beauté, rituel vitalité. Mais en tout cas, effectivement, la douche froide fait maintenant, ça faisait pas partie il y a quelques années, mais en tout cas aujourd'hui, ça fait partie de. C'est comme le brossage de dents chez moi, donc elle est là, cette petite douche froide, elle me fait beaucoup de bien. Et après, c'est plus, selon les matins, c'est une certaine forme d'ancrage. Et l'ancrage, il peut être de plein de manières différentes, mais moi, la respiration, c'est assez clé dans la manière dont je me réveille. Et un ancrage aussi, au-delà de la respiration, de quand je sors de mon lit et que je mets un pied devant l'autre, je, je fais cet ancrage au sol, en fait. Et ça, pour la suite, ça m'aide. Voilà. Quand tu dis que tu fais cet ancrage au sol, c'est-à-dire que tu prends conscience des points de contact entre tes pieds et le sol et que tu essaies de ressentir un petit peu tout ce qui se passe dans ton corps, de te connecter à ta respiration, comme tu disais. Ouais, exactement. En fait, je suis vraiment ancrée au sol. Je fais des grandes inspires, des grandes expires, les yeux fermés, et je m'ancre ici et maintenant, en fait. Et ça a l'air bête, mais quand tu fais ça pendant quelques secondes, la suite de ta journée, elle est pas la même. C'est comme quand tu installes une respiration et tu as pas besoin. Moi, je suis vraiment là. Je valorise des petits moments et ou en tout cas euh, une respiration après l'autre, un pas après l'autre. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'y passer 15 minutes. On a besoin d'y passer peut-être 2 minutes. C'est assez suffisant. Ouais, en fait, ça donne une sensation aussi peut-être, tu vois, de contrôle, pas dans le sens négatif ou sur contrôle du terme, mais tu vois, quand on prend une douche froide, par exemple, ça permet déjà d'avoir une action, d'ancrer une action dans ta journée que tu as décidé. Alors que c'est pas forcément facile, c'est peut-être presque une victoire contre toi-même ou avec toi-même, parce qu'au bout d'un moment, ça devient potentiellement un plaisir. Mais malgré tout, tu vois, tu as toujours cette espèce de discussion intellectuelle et peut-être que ça t'ancre justement dans cette vibe de dire, eh ben, je suis maître de mon destin et de ma journée et je me laisse pas juste porter par les contraintes, par les urgences, les problèmes, etc. Mais je suis conscient et je prends la décision de la façon dont elle va se dérouler. Bah, David, la douche froide, c'est sous-coté. Enfin, ça a été sous-coté pendant un certain nombre de temps. Aujourd'hui, on parle plus de douche froide, mais la douche froide, c'est révolutionnaire. La douche froide, pour moi, c'est le truc le plus accessible, l'outil qui, pour moi, est la meilleure manière de se réveiller le matin et de sortir de chez soi en ayant déjà exactement ce que tu as dit, en ayant euh, déjà accompli un truc qui est ce que je dis, trouver du confort dans l'inconfort. Bah oui, la douche froide, quand il pense dans ta tête, bah c'est inconfortable. C'est sûr que alors maintenant, tu me diras, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, je la veux la douche froide. Donc c'est là où le mindset il est incroyable et notre corps et le mental, et on peut complètement reprendre le contrôle de son mental et de son corps et tout ça. Mais en tout cas, la douche froide, je trouve ça génial parce que tu claques la porte et tu te dis, mais putain, génial, c'est la win. J'ai déjà accompli ça. Donc le reste de ma journée, il peut se passer des merdes, il peut se passer. J'ai déjà fait ma douche froide en fait. J'ai déjà trouvé du confort dans l'inconfort. Dans n'importe quel inconfort après, mais je vais savoir le gérer. Parce que ça fait des jours et des jours et des jours et des années, probablement pour des gens, qui ont installé cette routine positive dès le matin quand tu te réveilles. Pour moi, c'est comme le brossage de dents. C'est pareil. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, donc, t'as cet aspect
pardon, je recommence. T'as cet aspect mental et puis t'as aussi toute la cascade physiologique, tu vois, de noradrénaline, de cortisol, etc., qui accompagne ton éveil le matin, qui te permet d'augmenter ton focus. Enfin, moi, je vois vraiment la différence. Et donc, ça fait plusieurs années que je pratique la douche froide et puis les bains froids parce que j'ai la chance d'habiter au bord du lac Léman. Donc, je vais souvent me baigner dedans, que ce soit en été ou en hiver. Et c'est marrant parce que Benjamin Cardoso, que j'ai reçu également sur ce podcast, dont la femme d'ailleurs nous a mis en relation, a créé son fameux club du matin là, dans lequel il réunit des entrepreneurs sur sa magnifique terrasse vue Tour Eiffel. Et puis j'en ai croisé quelques-uns et ils avaient la sensation de se laver, tu vois, de tous leurs problèmes. Peut-être que pour une fois dans leur vie, d'être hyper focus, hyper concentré dans le moment présent et pas en train de penser aux innombrables problèmes et défis qu'ils ont à surmonter pour développer leur boîte. Bah, le bain de glace, ouais, c'est aussi, c'est sur la thématique du froid, mais ce que je trouve génial, c'est que tu appuies sur pause. C'est qu'à un moment donné, c'est exactement ce que tu as dit, tu es dans le moment présent. Et en fait, être là, ici et maintenant, dans le moment présent, bah, c'est très compliqué dans nos vies. Et pour autant, c'est ces moments-là qui nous permettent, enfin, ce ralentissement nous permet d'accélérer après. Et c'est ça que je trouve fascinant avec le froid. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais c'est assez ouais, je trouve que c'est un outil révolutionnaire pour notre santé, pour notre mental, et puis même pour notre connexion aux autres. Parce que moi j'ai vraiment, dans cette découverte du froid il y a quelques années, je me suis aussi dit, parce que dans le froid tu peux pas tricher. En fait, en tout cas dans un bain de glace tu peux pas tricher. Bon, dans ta douche froide non plus, hein. C'est quelque chose qui fait que t'es brut, t'es nature, t'es sans filtre, c'est ta vraie nature. C'est-à-dire, tu parlais du bain de glace, tu arrives dans le bain de glace avec bah, tes peurs, tes angoisses, tes joies, qui tu es, tes bagages, et tu vas cheminer dans cette eau avec les autres, parce que il y a toujours des rencontres qui sont assez passionnantes. Moi, les rencontres que j'ai fait dans le froid, elles sont fascinantes parce qu'encore une fois, dans un monde qui devient de plus en plus digital ou qui, voilà, on a besoin de ces liens dans la vraie vie. Et le lien dans le froid, il est assez fascinant. Oui, bon, on va revenir de toute façon sur comment construire sa tribu, ce rapport à l'autre, parce que c'est quand même au cœur de ton travail, du livre que tu as écrit d'ailleurs, au nom évocateur de nous. C'est ce qui m'intéressait d'aborder avec toi, parce que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup exploré et qui pour autant me semble fondamental. D'ailleurs, j'ai lu un truc assez marrant, là, une étude dans Cerveau et Psycho, qui montrait que les câlins, les interactions avec les autres, etc., étaient excellente pour la santé. Donc c'était une revue de plus de 200 études qui montraient que c'était à la fois anxiolytique, antidouleur, que ça réduisait le stress, les facteurs inflammatoires dans le corps, euh, vraiment tout un tas de choses comme ça. Et que dans ce contexte-là, le plus important c'était la fréquence plus que la durée. Donc le fait d'avoir souvent des câlins, souvent des interactions. Donc maintenant à chaque fois que je croise ma femme ou ma fille, je leur fais des câlins, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et puis l'autre truc assez marrant, c'est que peu importe la personne, donc ça peut être des amis, de la famille, même les animaux. Et j'ai vu que ça fonctionnait aussi sur des peluches ou un oreiller. Donc si t'es tout seul, potentiellement dans ton canapé devant la télé, tu peux faire des câlins à ton oreiller. Et ça a la faculté de réduire justement toute cette charge de cortisol, etc., que tu peux avoir dans le corps. Et l'autre truc intéressant, toujours du point de vue physiologique, dans l'interaction à l'autre, c'est le renforcement du microbiote. Donc ils sont aperçus que, tu sais, il y a une relation un peu bidirectionnelle entre le microbiote et le cerveau, parce que le microbiote fonde un petit peu nos émotions, et donc les gens qui ont beaucoup d'interactions avec les autres, ont généralement un microbiote plus diversifié, plus riche. C'est normal parce que à force de faire des câlins, de serrer des mains, etc., ils vont ingérer et intégrer quelques-unes des familles bactériennes de ces personnes. Donc un microbiote plus riche, lequel les rend eux-mêmes plus tournés vers l'extéroception, leur donne plus confiance en eux, les rend plus bienveillants et avec une faculté à résister au stress plus importante. Et donc là, on voit un cercle vertueux qui se crée parce que ce même état d'esprit te permet d'aller plus vers les autres et renforce de lui-même ton microbiote qui lui-même te repousse vers les autres, etc. Donc je trouve assez amusant. Bon, évidemment, là je le présente sous l'angle de la science, mais
Alors que ça devrait être quelque chose d'élémentaire, tu vois. L'autre fait partie de soi, mais comme tu le dis très bien, tu vois, dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, on a l'impression qu'on peut presque remplacer nos contacts physiques et nos relations avec les autres par des Zooms ou des podcasts enregistrés sur Riverside comme on le fait là maintenant. Je trouve que c'est intéressant de remettre en perspective cette notion du toucher. Cette notion du toucher. Comment est-ce que toi, t'en es venu justement à t'intéresser à ce point-là au rapport à l'autre, au fait de construire sa tribu, de choisir ses relations ouais. Comment c'est devenu ton ikigai? Alors écoute, en fait, bon, aujourd'hui, c'est vraiment, et ça l'est depuis des années, c'est la colonne vertébrale, en fait, de tout mon travail alors je dirais, avant la notion de travail de ma vie. Moi, le point de départ, c'est que je suis fille unique. Et, et dans ma famille, qui est toute petite, en fait, ma mère était fille unique et mon père est fils unique. Donc, on est vraiment, j'ai perdu mes grands-parents assez tôt. Et en fait, j'ai eu très rapidement ce besoin vital de créer ma propre communauté, en fait ma propre tribu. En fait, ce qui est marrant en fait alors je sais pas si t'as des frères et sœurs, mais les gens autour de moi, quand je suis une fille unique, en fait les gens te posent la question et te disent est-ce que t'aurais aimé avoir des frères et sœurs? Et la question c'est que je n'en sais rien parce que en fait c'est difficile de se projeter en fait sur un schéma familial alors que alors moi j'étais fille unique, mais du coup avec les années j'ai très rapidement eu besoin et envie de former ma propre tribu. Je parle de tribu parce que pour moi c'est beaucoup plus fort que le mot communauté. Je trouve qu'une tribu ça ancre, c'est quelque chose de, et puis ça fait aussi un reflet surtout à nos anciennes générations et nos ancêtres, etc., qui étaient vraiment organisés en tribus qui étaient, on est tous interdépendants de toute façon, mais du coup, pourquoi j'ai eu aussi ce besoin vital de créer ma propre tribu, c'est que à l'école, j'ai eu un point de départ qui était pas forcément évident, où j'étais plutôt à l'écart, donc j'étais assez timide, assez réservée. Je parlais pas beaucoup, j'étais beaucoup dans l'écoute et beaucoup dans l'observation et moins dans l'interaction. Et puis bon, parfois dans les cours d'école, il y a pas forcément beaucoup de tendresse. Et il y a des moments donnés qui étaient un peu chahutés moi de mon côté, où j'avais un peu de mal aussi à l'école et avec l'interaction avec les autres. Et puis très rapidement, et puis je pense qu'il y a eu un truc, parce que là je me marre parce que je porte des lunettes, mais j'ai commencé à porter des lunettes quand j'avais 3 ans à peu près. Et dans la cour d'école, ça fait pas bien de porter des lunettes, ou enfin en tout cas, voilà, c'est vite on tombe dans le serpent à lunettes. Et à l'époque, j'avais pas les armes, je pouvais pas y répondre. Enfin, psychologiquement, physiquement, c'était pas moi. Et donc du coup, tout ça a fait que le fait que les gens m'aient mis plutôt spontanément à l'écart de ce groupe, j'appartenais entre guillemets à personne, ou en tout cas, j'étais très seule. Et du coup, avec les années, ce besoin vital de former ma propre tribu, et c'est ce que j'ai fait avec des valeurs communes, avec tout un système d'amour, c'est un peu ce que tu disais juste avant, d'amour, d'entraide, de partage, et tout ça, d'année en année, ça a été mon moteur pour avancer, pour apprendre, pour construire, pour me construire et construire mon projet de vie. Et ça aujourd'hui, pour en venir aujourd'hui à effectivement, j'ai écrit un bouquin là-dessus parce que c'est grâce à ma tribu que j'ai monté ma boîte, que j'ai trouvé ma raison d'être et que je fais ce que je fais aujourd'hui au quotidien. Donc c'est vraiment clé. Et puis avec aussi une prise de conscience après le Covid, enfin pendant et après le Covid, que en fait on en a oublié nos fondamentaux. En fait, les écrans, je dis pas que les écrans, je suis pas contre écran, parce que je trouve que
et le digital et tout ce qui se passe en ligne, parce qu'il y a des ponts qui sont absolument incroyables, des opportunités quand on sait les saisir et pas tomber dans un espèce de de surconsommation. Mais en tout cas, c'est fantastique. Il faut savoir un peu doser. Mais en tout cas, notre mission aujourd'hui, c'est de réapprendre le nous, le langage du nous. Comment ces interactions dans la vraie vie, comment on re-rencontre l'autre. Et tout ça, ça fait partie de mon travail. Voilà. T'as dit que c'est grâce à ta tribu que tu avais trouvé ta raison d'être. Est-ce que tu penses pas qu'il faut d'abord savoir qui on est pour construire sa tribu? Je m'explique, tu vois, j'ai l'impression que quand t'es enfant, t'es dans un... T'es un peu une éponge. Tu t'imprègnes de tous les exemples que t'as autour de toi et puis tu multiplies comme un cahier tous les masques que tu peux créer. Donc petit à petit, tu te crées comme ça plein de masques. Puis après, quand tu commences à avoir, je sais pas, 18, 20 ans, tu pars à l'exploration du monde, tu joues un petit peu avec tous ces masques. T'as souvent beaucoup de relations, mais qui sont assez peu profondes, qui sont d'ailleurs fondées par une proximité géographique, d'école, etc. Et puis, quand tu évolues vers la trentaine, petit à petit, tu commences à mieux te connaître, à te comprendre, à savoir quelles sont tes valeurs, quelles sont tes passions, quelle est ta nature profonde. Tu abandonnes beaucoup de masques sur ton chemin pour laisser s'exprimer d'une certaine façon ta propre personnalité, même si évidemment on est adaptable et heureusement. Et donc, on peut continuer à afficher telle ou telle facette selon le contexte. Et c'est important, je pense, parce que c'est ça aussi qui nous permet de vivre avec l'autre. Mais et je pense que cette connaissance de soi, elle est peut-être un fondement nécessaire au fait de construire sa tribu. Ma définition du bonheur, c'est d'avoir suffisamment d'énergie pour des projets porteurs de sens, des moments de qualité avec ceux que j'aime et des défis sportifs extrêmes. Forcément, avec une vie aussi intense, j'exploite pleinement ma machine et je dois la soigner en conséquence. L'un des compléments alimentaires qui me semble le plus important pour cela est la coenzyme Q10, qui soutient mon fonctionnement mitochondrial et renforce mes défenses antioxydantes. Il m'avait d'ailleurs été recommandé par l'expert en vieillissement Vincent Foulonneau dans l'épisode 59. Je prends donc chaque jour Q10 Kinone Plus des laboratoires Unae, qui est selon moi le top du top en termes de qualité et de transparence. Et dans le cadre de ce sponsoring, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Limitless. T'as raison. Et d'ailleurs, c'est la première partie de mon livre. Donc en fait, ce qui est amusant, c'est que souvent, j'ai toujours un peu les mêmes questions qui reviennent des gens, et dont une qui est, mais Caro, comment tu fais pour rencontrer autant de gens? Dis-moi comment on fait. Et, et, et donc du coup, ce que je réponds, ça me fait sourire, parce que ce que je réponds, c'est avant de se concentrer sur aller à la rencontre de l'autre, je leur dis alors, commencez par vous. Allez à votre rencontre à vous. Essayez de mieux vous connaître, vous. Alors, c'est le boulot d'une vie. On pourrait y passer toute notre vie. Et d'ailleurs, je pense que moi, je vais pas arrêter de le faire jusqu'à probablement mon dernier souffle. Mais en fait, là où je te rejoins, alors moi, j'ai appelé ça, parce que j'aime bien formaliser ça sous forme de défis et ou d'exercices, et de mettre les gens en mouvement, parce que ça, c'est vraiment mon truc aussi. C'est, je parle de choses, mais quand on se réveille le matin et qu'on met un pied devant l'autre, qu'est-ce que je fais concrètement? Et en fait, j'aime bien parler de boussole, parce qu'en fait, bon, même si la trajectoire est pas forcément très identifiée pour certains, et moi, il y aura sûrement aussi encore un chemin à explorer. Bah, quand on a une boussole, ça marche mieux. On a une certaine forme on a une ligne directive qui nous aide. Et dans cette boussole, c'est vraiment d'identifier 3 choses qui pour moi m'ont aidé et qui aident les lecteurs qui m'ont fait des retours sur mon livre. J'en ai eu plein. C'est identifier ses valeurs, identifier ses centres d'intérêt et ses talents. Et en fait, la somme des 3, mais déjà c'est pas évident en fait pour des gens. La notion de valeur, elle est essentielle dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire que en fait, quand tu vas vers l'autre, que ça soit dans la famille, dans le boulot, dans des projets, dans des aventures, dans des expériences, etc. Si la notion valeur est pas là, ou en tout cas ne matche pas avec tes valeurs, bah c'est compliqué. Donc du coup, c'est hyper important d'identifier ces valeurs. Et c'est pas évident pour certains. Et je parlais même de valeurs prioritaires et secondaires.
c'est bien d'identifier vraiment ces 5 valeurs qui sont clés, et puis après des valeurs plus secondaires. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus. Mieux se connaître. Donc ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses talents, parce que ces centres d'intérêt, en fait, je trouve ça génial, moi, de créer des rendez-vous. Tu parlais de bain de glace avec Binge sur sa terrasse. Je trouve que créer des rendez-vous qui nous font du bien, qui vont au-delà de du fameux apéro qu'on connaît tous et tout. J'adore les apéros, donc je les inclus aussi dans ma vie, dans mon quotidien. Mais je trouve ça génial de s'ancrer des moments autour de nos centres d'intérêt où on va rencontrer des nouvelles personnes et où on va renforcer des amitiés sur la durée. Déjà, je fais une parenthèse parce que j'ai lu ton livre qui est très sympa, qui est très solaire, avec une super DA, etc. Donc, outre l'aspect littéraire, l'aspect contenu, il y a toute une expérience de lecture, une expérience de vie qui est à ton image d'ailleurs. Et donc, c'était vraiment chouette. Et quand tu parles de valeurs, en réalité, c'est plus large que simplement se dire est-ce que je suis plutôt bienveillant ou poli ou voilà ce genre de choses. C'est aussi des valeurs du type j'ai besoin de liberté par exemple, j'ai besoin de ceci, de cela. C'est des valeurs slash besoins. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me rend heureux et donc avec qui potentiellement je peux bien m'entendre ou pas. Parce que si tu as quelqu'un qui est à l'opposé de ton système de fonctionnement, effectivement ça risque d'être compliqué. Et après pour la réunion de tes centres d'intérêt et de tes talents, j'ai pas mal parlé sur ce podcast de ce que j'appelle les zones de génie ou du monopole personnel, qui est justement la réunion de tes talents naturels, de tes centres d'intérêt et puis de tes expériences de vie. Et donc j'ai parfois, peut-être même souvent parlé du travail parce que j'ai la sensation que on tombe facilement dans un travail utilitaire, matérialiste, qui nous permet de rembourser le prêt de notre maison, de nous rassurer vis-à-vis de l'argent et de notre sentiment d'abondance, mais qui n'est pas forcément un facteur d'épanouissement prioritaire, qui est peut-être dans nos zones d'excellence, c'est-à-dire qui exploitent nos talents naturels, mais pas dans nos zones de génie, c'est-à-dire qui tiennent pas compte de notre mission de vie, de notre passion. Et donc là, ça nous ramène à toutes ces notions d'ikigai, notamment avec qui j'ai parlé, enfin notamment dont j'ai parlé avec Marjolaine Grongin dans un épisode récent. Et puis sur cette notion de zone de génie avec Nicolas Aignan qui moi m'a beaucoup marqué. Il parle de secouer ton aquarium. Tu sais, il dit on vit chacun un petit peu avec un aquarium dans la tête et puis parfois ça vient toquer à la vitre et donc là tu as deux options, soit tu dis non j'ai pas envie, soit tu dis ok je sens que ça me dérange mais c'est le signe qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller creuser et donc pour le coup moi ça a vraiment percuté et généré un tsunami dans mon aquarium de comprendre que le travail pouvait être de l'ordre du non-effort, être vraiment en fait te donner l'impression de même pas travailler parce que t'es parfaitement aligné entre ta mission de vie justement, tes passions, tes talents et quand tu fais ça, tu vois, ça transcende un petit peu le corps. Moi qui parle d'exploration et d'expression de son potentiel, je pense que c'est vraiment là où ton plein potentiel peut s'exprimer, mais aussi attirer les autres à toi parce que dès lors tu rayonnes, tu vois, t'es investi d'une mission et les autres ont envie de te rejoindre et de t'aider parce qu'ils sentent que c'est sincère. Donc on retrouve aussi cette notion de relation à l'autre et je trouve que c'est pour ça que ce que tu partages là est vraiment évocateur et que c'est peut-être la base justement du travail et de la construction de cette fameuse tribu. Et pour autant, tu dis que le fait de se connaître et de venir à la découverte de soi, c'est un chemin qui va durer tout au long de notre vie. Et force est de constater que ce chemin, il peut avoir des virages, il peut être sinueux, il est rarement en ligne droite. Par conséquent, on pourrait se demander, est-ce que ta tribu, elle est elle est provisoire et elle correspond à un état d'être qui est le toi du moment, mais peut-être que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, eh bien, tu seras à un endroit complètement différent et ta tribu te conviendra plus. Ou bien est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut réellement durer? Et on peut extrapoler cette question à la notion du couple, où parfois tu rencontres quelqu'un et puis c'est l'amour fou et en fait 10 ans après tu t'aperçois que on est presque des colocataires ou des étrangers parce que on a évolué justement dans des valeurs, des passions qui sont complètement différentes. Alors, je souris parce que j'aurais voulu rebondir sur plein de choses que tu viens de dire. Alors, dans le désordre et spontanément, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Alors moi, je le dis avec d'autres mots, mais c'est bousculer sa routine.
sur ce côté. La vie, le chemin, il est imprévisible. Donc le chemin, il est sinueux, il est imprévisible, et il va se construire et prendre forme autour de tes expériences de vie, autour de tes rencontres. C'est pour ça que l'humain est si important et qu'il faut pas le mettre de côté, parce que c'est pas compliqué, hein, on est né en lien avec l'autre, donc on sera toujours en lien. C'est une grande chaîne humaine. Donc effectivement, en fait, ta tribu, elle est aussi l'illustration de ton chemin personnel et ou de ta quête du moment. Alors effectivement, tu vas avoir je dirais un tronc commun, ou en tout cas une base de tribu. Et puis il va y avoir ces rencontres qui vont t'inspirer, qui vont te nourrir, qui vont t'aider à passer une étape, qui vont déclencher un truc chez toi, et puis qui vont faire partie de ce cercle que tu vas ouvrir, et avec c'est tous ces gens avec lesquels tu vas t'élever. Ça bouge. Moi, je peux te dire que ça a beaucoup bougé. Je peux l'identifier depuis que je suis devenue entrepreneur. Ça, c'était vraiment, c'est assez d'ailleurs assez fascinant le jour où j'ai changé de posture et je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à faire des choses. Pas que j'adorais mon métier avant, donc c'est pas comme si voilà, je suis passée de le classique de j'ai fait un burn-out, finalement je me suis posée, finalement ma mission de vie, etc. Et machin. Moi, j'ai pas une trajectoire comme ça, mais en tout cas j'ai une trajectoire qui est très basée sur les rencontres que j'ai faites et les expériences. Je pense qu'en fait, je me définis par mes premières fois et mes rencontres. Ce que j'appelle mes premières fois, c'est toutes les expériences humaines que je fais au quotidien, parce que pour le point de départ, je sais plus si je l'ai dit dans mon livre, ça, je crois même pas. J'ai jamais eu de télé, par exemple. Donc moi, ma manière d'apprendre, c'est ni par la télé, ni par alors les podcasts, ça commence à devenir un peu, je l'ai intégré un petit peu dans une routine, mais en tout cas, j'apprends le monde et je m'élève de par mes rencontres et mes expériences de vie. C'est la manière dont je mets mon corps en mouvement et dont je mets mon mental en mouvement et dont j'apprends. Et ça, tu vois, quand je reprends alors moi j'appelle ça bousculer sa routine. Toi tu l'as appelé par la personne avec qui t'as eu cet échange, le bocal là, enfin je sais Ouais, plus. l'aquarium, ouais. L'aquarium, pas un bocal, l'aquarium. Et en fait, dans bousculer sa routine, moi j'ai un rituel depuis plus de 15 ans, c'est de prendre un café avec un inconnu par semaine. Et ça, à la base, c'est mon rituel de créativité et d'inspiration. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin et qui disent mais moi, j'ai pas d'idée, je suis pas inspirée, j'ai pas le. Alors, on l'appelle comme on veut, mais il y en a qui disent j'ai pas le mojo, d'autres qui disent je suis un peu dans un truc métro boulot dodo, d'autres qui voilà. Donc en fait, il y a deux notions, hein. Il y a la notion de raison d'être et de j'ai trouvé un peu mon ikigai, tu parlais de ça, et puis cette notion de communauté. Et en fait, les deux, elles se marient en fait dans nos chemins. Et je trouve que moi, ce rituel-là que j'ai depuis plus de 15 ans, c'est dingue. C'est-à-dire, tu ne sais jamais ce qui peut se passer autour d'un café. D'ailleurs, je bois pas de café, mais toute autre boisson. Pendant le Covid, j'ai fait ça derrière un écran. Mais en fait, quand tu poses, quand t'es sincère, quand t'es authentique, quand tu partages ta vulnérabilité, il se passe des choses, même derrière un écran. Et ce rituel m'a aussi permis, d'ailleurs, certains de mes inconnus sont devenus des actifs membres de ma tribu aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça révolutionnaire. Et ces gens-là, ils t'aident à t'élever, ils t'aident à déclencher une étincelle, ils t'aident. C'est encore une fois, il faut avoir cette posture de réceptivité, cette posture d'ouverture,
pour te permettre, pour te donner l'autorisation de. Et en fait, c'est comme ça que tu vas, enfin, c'est ce en quoi je crois, c'est comme ça que tu vas construire une tribu qui va en tout cas t'alimenter, qui va être la tribu qui va te correspondre. Et cette tribu, pour répondre à ta question, oui, évidemment, elle évolue. Elle évolue en fonction de tes postures, en fonction de tes centres d'intérêt, en fonction de ce qui t'anime chez toi. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te rend vivant. Moi, j'aime bien parler de vivant. Enfin, je suis très, très attachée au vivant. Ma raison d'être, on en parlait, enfin, je le disais en début de notre conversation, mais j'ai trouvé ma raison d'être grâce au froid et à ma tribu. Et ma raison d'être, c'est rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Le vivant à l'intérieur pour être connecté au vivant à l'extérieur. Parce que aujourd'hui, on dit beaucoup, puis dans tous nos discours, etc., c'est il faut prendre soin du vivant. Oui, ok. Alors, le vivant à l'extérieur, ok. Prenons soin. D'abord, la première étape, c'est de prendre soin de son vivant à l'intérieur. Sinon, et de se connecter ensemble. C'est ensemble qu'on va pouvoir créer, avancer et prendre soin du vivant à l'extérieur. Et redonner espoir dans un monde qui, parfois, tourne pas très rond. Ouais, clairement. Bah, le fait déjà de démarrer par soi, on en revient. Tu parlais de cette connaissance de soi, mais c'est aussi le fait de parfaitement bien fixer ses besoins physiologiques de sécurité pour aller chercher des sphères un peu plus élevées de la pyramide. Enfin, moi, je m'en rends bien compte. Tu vois, quand tu dors pas bien, par exemple, prenons cet exemple très simple. Et ben naturellement, t'es à fleur de peau, beaucoup moins patient, et tu vas avoir moins envie d'aller vers l'autre. Donc, mieux tu vas être et mieux tu vas permettre justement de catalyser ton énergie pour être bien et performant entre guillemets dans le bon sens du terme du matin au soir, plus tu vas pouvoir aller vers l'autre. Et justement, tu vois, je parle d'énergie, toi tu parlais de, je sais plus quel terme tu as utilisé, si voilà, de vivant. En réalité, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, mais tu vois, moi j'avais tendance à être assez drivé par l'action, assez pragmatique. Je dois le faire, je me pose pas la question de si ça me plaît ou pas, je le fais parce que ça fait partie de ma roadmap. Et maintenant, j'écoute beaucoup plus mon énergie. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me met en joie? Et qu'est-ce qui me draine de l'énergie? Qu'est-ce qui me draine? Voilà, le mot drainer, je trouve, est hyper évocateur. Et j'ai fait ce travail-là aussi avec mes relations. Et je m'aperçois que il y a des gens qui étaient entre guillemets des amis ou en tout cas des relations. Des collègues, etc., avec qui je pouvais travailler, et avant même de devoir leur parler, je sentais déjà que j'avais pas envie, tu vois, que ça me drainait de l'énergie, tu vois, je me sentais déjà pas bien. Bah, voilà, c'est des choses aussi, parfois il faut accepter de mettre fin à des relations, même si tu les as depuis très longtemps, simplement parce qu'elles te tirent pas vers le haut, qu'elles t'apportent pas grand-chose. Tu parlais d'apéro tout à l'heure, bah, je me suis aperçu que, d'autant plus parce qu'avant, j'avais un style de vie qui était à l'opposé de celui que j'ai aujourd'hui. J'avais beaucoup d'amitié qui était qui fonctionnait sous le vernis de l'alcool ou de la drogue, mais qui avait absolument aucune profondeur ou aucun intérêt si on enlevait ces artifices. Et aujourd'hui, j'ai un groupe d'amis qui est hyper riche, qui m'inspire chaque jour. Ma tribu, comme tu l'appelles, et comme j'aime l'appeler aussi d'ailleurs, mon équipage. Et, euh, et eux, quand je suis avec eux, j'ai pas besoin de boire une goutte d'alcool pour passer des super soirées et avoir des conversations passionnantes. Donc ouais, c'est intéressant. J'adore cette vision aussi d'utiliser entre guillemets l'autre pour apprendre en tant qu'entrepreneur. À chaque fois maintenant, quand je me lance dans un projet ou j'ai une nouvelle idée, j'en parle énormément autour de moi, à plein de gens différents. Moi, j'ai absolument pas peur qu'on me vole mes idées. Peut-être parce que justement, ça fait plus de 15 ans que j'entreprends et que je sais que la réussite est surtout basée sur l'exécution, beaucoup plus que sur l'idée. Et qu'en en parlant, ça te permet de remettre en perspective ce que tu penses en vase clos dans ta tête. Ça t'évite de développer un produit pour toi-même, mais de développer vraiment un produit pour les autres. Potentiellement, ça te permet, par sérendipité, de trouver des associés, des investisseurs, des clients, etc. Et puis, ça te permet d'apprendre. Tu vois, là, par exemple, je suis en train d'écrire un livre. Et ben, j'ai parlé avec des gens qui ont écrit des livres pour avoir des retours sur la façon dont ils s'étaient organisés, sur ce qu'ils avaient fait pour que ça fonctionne, pour que ce soit pas simplement un livre vendu à 500 ou 1000 exemplaires, mais que ça devienne un best-seller. Je lance une marque dans la food qui s'appelle Féroce. C'est pareil, j'ai parlé avec Alex, le fondateur de Père et Fiche, avec Guillaume Natas qui avait fondé la Poutine de Paris, et voilà, et d'autres comme ça. Et en fait, leur expérience est d'une richesse
incommensurable, tu vois, me fait gagner énormément de temps, m'évite plein d'erreurs, me remet en perspective mes idées, etc. Donc, je trouve aussi que c'est une excellente façon d'apprendre. Et c'est vrai que les podcasts, c'est quand même une chance, tu vois, justement, dans la construction de cette marque, dans la food dont je te parle. J'ai écouté beaucoup de podcasts du panier de Laurent Crête, qui est un podcast spécialisé dans l'e-commerce et le retail. Et qui raconte des histoires de boîtes qui sont lancées, des boîtes comme Respire, 900 Care, etc. Et voilà, et j'ai appris plein de choses, donc c'est vraiment génial, je trouve, comme format. Et évidemment, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'anime Limitless. Et d'ailleurs, je dis souvent que ce podcast a changé ma vie, et c'est le cas, parce qu'il m'a donné un terreau de réflexion extrêmement riche. Il m'a mené à vivre plein d'expériences qui m'ont transformé. Ils m'ont permis de développer un réseau qui m'inspire, et puis des amis d'une profondeur que j'avais jamais vraiment touché du doigt par le passé. Et d'ailleurs, je leur ai avoué récemment que tu vois, je me suis toujours senti un peu parfois différent ou bizarre. Et, euh, et donc, je te parlais des masques qu'on utilisait en société. Je pense que je suis assez bon pour convaincre, pour vendre, pour utiliser justement et jouer avec ces masques pour être un caméléon. Mais avec eux, je me permets d'être pleinement moi-même dans toute ma bizarrerie. Et c'est génial. C'est hyper agréable comme sensation. Et c'est peut-être la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Euh, et d'ailleurs, ça pose la question, comment est-ce qu'on trouve ces gens-là? Tu vois, moi j'ai eu la chance d'avoir Limitless justement qui m'a permis de trouver des gens qui vibraient avec les mêmes valeurs et les mêmes sujets de passion et en même temps qui étaient complémentaires à moi et à mes centres d'intérêt. Mais pour les autres qui n'ont pas de podcast, comment est-ce qu'ils peuvent faire justement pour trouver des gens qui correspondent à cette réunion de leurs valeurs, centres d'intérêt et talents? Il y a plein de choses, il y a plein de points d'accroche dans tout ce que tu viens de dire. Je vais répondre à ta question et puis après je vais rebondir sur deux, trois choses sur le bouquin et sur l'écriture du livre et puis euh, sur, euh, sur la manière dont on doit partager ses pépites. Enfin, moi, ce que j'appelle nos pépites intérieures. Euh, alors, comment trouver ces gens-là? Bah, c'est déjà, ils mettent du temps, de l'intention et de l'attention. En fait, tu sais, on a des journées qui sont assez, voilà, qui n'ont que 24 heures, et dans 24 heures, bah, faut dormir, faut bosser, faut, voilà. Et ben, il faut mettre l'intention d'y mettre du temps. Et ça, dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, il faut soigner ce nous, et donc, du coup, bah, d'y mettre du temps. Ensuite, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant de faire, il y a plein de types de communautés. En fait, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans la création, ça peut être dans le voyage, etc., etc. Moi, mon conseil, c'est de revenir à sa boussole. Et dans cette boussole, on a les valeurs. Donc ça, c'est le fil rouge. Et on va prendre ses centres d'intérêt. On va prendre vraiment ce qui nous anime. Et dans ce qui nous anime, moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est me poser des questions et des questions que du coup, que je pose beaucoup aux autres. Je vais en prendre une comme exemple et puis après, je vais dérouler et je vais te dire comment moi, ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui vraiment j'ai passé des moments de qualité. En fait, je me suis posé la question il y a 4-5 ans. À la fin de l'année, tu sais, il y a cette angoisse cette angoisse, en tout cas cette pression en début d'année plutôt, des nouvelles résolutions. Ok, c'est quoi tes nouvelles résolutions, machin. Mais au bout de la 15e personne qui te pose la question, c'est très anxiogène parce qu'en fait, t'as le côté performance de la bonne résolution. Ah bah je vais leur dire que je vais faire un marathon, que je vais arrêter le sucre, que si, que ça, que je vais barrer de mon job, que je vais faire un tour du monde, etc., etc. Donc on se met énormément de pression sur ces bonnes résolutions. Et du coup, moi j'ai vachement creusé cette histoire de bonnes résolutions. Et pourquoi ça tient pas? Ça tient que en moyenne, alors il y a des recherches qui disent que ça tient à peu près que 13 jours. Pourquoi? Parce que j'ai aussi creusé ça. C'est que en fait la bonne résolution part généralement d'un point de départ qui est négatif. Je prends l'exemple du sport. Il faut que je me remette au sport, je sais pas quoi. Ah bah oui, parce que alors, peut-être que nous deux, ça n'est pas l'illustration de nos deux personnalités. Mais il y en a quand même une partie des gens qui se sont inscrits à une salle de sport sans y être allés
plus de 4 fois dans l'année. Et donc du coup, la bonne résolution d'après, voilà. Donc le point de départ, il est toujours plus ou moins négatif. Et donc du coup, moi, j'ai voulu bazarder tout ça et dire, ok, moi, je vais finir l'année et je vais me poser une seule question. Enfin, peut-être d'autres, mais en tout cas une qui va vraiment dessiner mon année d'après et du coup dessiner mes rencontres de l'année d'après. Qu'est-ce que je me pose comme question et qu'est-ce que et cette question, je la pose à plein de gens. Et donc, du coup, je vais pouvoir te poser la question, même si on n'est que le 10 juillet, c'est pas mal, parce qu'on est un peu en milieu d'année. C'est quelles sont tes 3 top fiertés de l'année? C'est quoi ton podium des 3 top fiertés de l'année? Il faut que ça soit hyper spontané. Et on n'est pas sur de la performance. On n'est pas sur, ah bah j'ai couru mon premier marathon, même si cette année-là, si tu as couru ton premier marathon, bah, c'est probablement une fierté. Voilà. Mais en tout cas, spontanément, c'est quoi tes plus grandes fiertés de l'année? À côté de ces fiertés, je reboucle sur les valeurs. À côté de chaque fierté, tu vas mettre un ensemble de mots-clés et de valeurs. Ça, tu vas le prendre dans ton sac à dos et tu vas te dire, ok, pour l'année d'après, donc 2025, si ça, c'était mes top fiertés de l'année. Et si j'y ai mis toutes ces valeurs-là, ou tous ces mots-clés, c'est-à-dire que ça, c'est essentiel pour moi. Ça, c'est le vivant. Ça, c'est mon vivant. Ça, c'est mon énergie. Tu te disais, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en pompe? Ça me donne de l'énergie parce que je suis fière. Parce que je suis fière, du coup, je vais produire des hormones du bonheur, etc., que ça va jouer sur mon mental, que ça va jouer sur mon corps. Et donc, du coup, ça, je vais le prendre dans mon sac à dos et je vais me dire, ok, l'année suivante, si je prends un exemple, mais voilà, alors je prends un truc qui me vient très spontanément en tête. Là, probablement qu'à la fin de l'année, une de mes fiertés, c'est donc c'était en avril dernier, je suis montée sur un ring pour faire un combat de boxe officiel devant 500 personnes, etc. C'était vraiment une expérience de dépassement de soi qui était très très en dehors de ma zone de confort et qui allait assez à l'encontre de certaines de mes valeurs. Donc c'est ça qui est intéressant. De combat, de vouloir gagner, de tout ça, enfin des choses, et puis de se prendre des coups et d'en donner, c'est différent. Mais j'ai appris un sport, j'ai appris un art qui est incroyable. J'ai rencontré des gens qui étaient, mais je pense que vraiment une de mes plus belles rencontres a été un de mes coachs de boxe. J'ai pris 2 coachs de boxe et un de mes coachs il y en a un que je connaissais déjà parce qu'il m'entraîne depuis 3 ans et un nouveau que j'ai pris qui était vraiment encore en compétition aujourd'hui à l'international et donc du coup qui est sur le ring, etc. Je prends cet exemple-là parce que si ça c'est dans mes fiertés, dans les mots-clés, il y a du dépassement de soi, il y a de la rencontre, il y a le physique, il y a se dépasser, il y a beaucoup d'éléments. Et donc du coup, ça, je vais le prendre l'année d'après et je vais m'identifier une expérience de dépassement de soi parce que c'est. Et donc si je repars sur les rencontres, peu importe la fierté, il y a aussi une fierté par rapport à ce que j'avais mis il y a 1 ou 2 ans, c'était de faire des plats maison, de faire beaucoup plus de cuisine fait maison et de pas aller au resto, de vraiment prendre le temps et de voilà. Bon bah ça, en fait, je me suis rendu compte que je faisais des rencontres via la bouffe. Peu importe ce que c'est votre truc, mais en tout cas, si vous partez, et puis moi je suis une optimiste de nature chevronnée, je pense que positif, parce que je pense que ça sert à rien de penser autrement. Enfin en tout cas, ça va pas dans la bonne direction. Donc, tu pars de tes fiertés, t'y ajoutes tes valeurs, et tu te dis ok, bon bah si mes fiertés c'est de la bouffe fait maison, c'est du dépassement de soi, c'est de la nature probablement, enfin peu importe, bah je vais aller dans des communautés où en tout cas je vais aller dans la direction d'une expérience de dépassement de soi. Il y a une boîte qui me vient en tête qui est à côté de chez. Attends, toi tu es à côté du lac d'Annecy, tu m'as dit non, je sais plus. Ouais, du lac Léman, mais donc c'est à côté d'Annecy. Ouais, ok. Bon, bah, il y a une boîte qui s'appelle une start-up géniale qui en plus est très conscient de la nature, Bicorp et tout ça, qui s'appelle Explora Project. Ouais. Et ben, chaque année, depuis 4 ans, je fais une expérience de dépassement de soi avec eux. Et parfois, je pars seule. Et en fait, je rencontre des gens, je sais, ça c'est un bon exemple. Mais il y a 1000 et un exemple, mais ça c'est un exemple de je sais qu'ils ont mes valeurs. Donc je coche les valeurs. Et ensuite, je coche
la brique dépassement de soi. Et donc, du coup, je vais faire des rencontres. Et là, j'ai fait des rencontres de dingue aussi. C'est génial, Explorer Project, c'est une boîte que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait mon premier 4000 mètres. J'ai raconté cette histoire dans une newsletter, puis j'en ai beaucoup parlé par la suite parce que c'est une expérience qui m'a profondément transformé, lors de laquelle j'ai rencontré d'ailleurs Serge Rotelli, avec qui j'ai enregistré un podcast, qui est quelqu'un d'incroyable. Il nous a emmenés en haut du Mont Blanc, donc en dehors du cadre Explorer Project, alors qu'il avait 68 ans. Il montait comme un bouquetin avec les yeux pétillants, et après cette longue ascension, on a été déjeuner dans le restaurant où travaille sa compagne. Elle était en plein service, en plein coup de midi. Et là, il la prend dans ses bras, il la fait tournoyer, il l'embrasse fougueusement devant tous les clients, avec une passion que j'ai rarement vue chez des petits jeunes. Voilà, et c'est vraiment quelqu'un avec une vie incroyable. Il a couru le monde pendant 10 ans. Il a fait un marathon par jour. Je crois 45 000 ou 49 000 kilomètres au total. Il a fait tout le tour du monde comme ça en courant, rencontré plein de gens, et avec son ex-compagne qui pour le coup le suivait en moto derrière avec des bouteilles de coca dégazéifiées pour lui donner suffisamment de sucre. Bref, c'est vraiment un gars incroyable. Bref, tout ça pour dire que Explorer Project, c'est assez chouette. Et j'aime bien la façon dont dont tu relis tes fiertés avec tes valeurs pour savoir dans quel écosystème est-ce que tu as envie de t'investir pour rencontrer des gens qui potentiellement vont vibrer avec toi, et en même temps rencontrer ces personnes par des expériences. Donc ça te met, enfin tu vois, quelque part, même si tu rencontrais personne lors d'une expédition, c'est pas grave parce que tu as quand même vécu un truc super chouette qui toi-même t'a apporté, t'a rempli et t'a nourri. Donc je trouve ça assez cool. T'as parlé de cet optimisme. Ça me fait penser à Guillaume Mathias qui dit, je crois que il appelle ça nos CPR. T'as pas le droit, interdiction de te plaindre, de critiquer ou de rouspéter. Et donc tu mets un petit bracelet à ton poignet, et à chaque fois que tu te plains, que tu rouspètes ou que tu critiques, tu dois changer ton bracelet de poignet. Et l'objectif, c'est de le garder le plus longtemps possible sur le même poignet. Et j'aime bien parce que euh, ton poignet, c'est quelque chose que tu vois tout le temps. Donc c'est facile d'y penser, parce que sinon tu peux quand même facilement tomber dans ce fonctionnement. D'ailleurs, on parle de rapport à l'autre. La partie gossip, malgré tout, c'est quelque chose qui a été fondateur dans la construction des communautés. Et qui a été vraiment à la base des pardon, excuse-moi, j'ai eu un coup de fil, qui a vraiment été à la base de la construction des sociétés qu'on a aujourd'hui. Et donc ce côté gossip nous pousse un petit peu parfois à être justement dans la critique, dans l'observation de l'autre. Et donc bon, c'est pas forcément toujours négatif, mais peut-être que c'est quand même plus intéressant de s'intéresser à ce que l'humanité fait de merveilleux qu'aux choses négatives. Et d'ailleurs, dans ce contexte, moi, ça fait longtemps que je fais une diète d'information totale. Je regarde pas la télé comme toi, je lis pas les journaux, je me suis abonné de toutes les newsletters, parce que je m'aperçois que, à part me miner et me donner une image biaisée et négative du monde et me faire perdre du temps, ça sert à rien, tu vois. Et le temps que j'économise, par contre, je préfère l'investir dans le fait de creuser des sujets qui ont du sens pour moi, qui m'intéressent. Et je suis pas moins au courant de ce qui se passe parce que les gens sont passionnés et adorent me raconter ce qu'ils voient à la télé, les dernières news, etc. qui découvrent. Et du coup, ça m'amène à une autre question. T'as parlé de motivation. Tu as quand même dit qu'à la base, c'est de dédier du temps. Dédier du temps à aller vers l'autre, à rencontrer des autres, à s'intégrer dans des communautés, etc. Comment est-ce que tu trouves cette motivation, justement, dans un monde où, en réalité, tu peux avoir, en tout cas, l'illusion d'interaction sociale avec les réseaux sociaux. Tu peux passer du temps devant Netflix à regarder un divertissement qui va te demander aucun effort, ou même pour des gens qui sont beaucoup plus drivés par l'action, tu peux faire du sport tout seul en allant courir devant chez toi. Tu peux passer ton temps à développer ta boîte derrière ton ordinateur, et puis te dire qu'en réalité, le ROI, le retour sur investissement du temps passé avec les autres, est inférieur au temps que tu vas passer concrètement à développer ton business. Donc, comment est-ce que tu peux un peu, peut-être, quel argument tu pourrais donner aux gens pour leur donner envie et la motivation nécessaire au fait de sortir de ce confort et d'aller vers les autres? Ok, alors j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Mon premier point de départ, c'est je me suis pris une énorme claque quand j'ai vu une conférence TED
Donc c'est les formats, pour ceux qui connaissent, qui sont moins familiers, c'est TED.com, c'est des conférences de 10 à 15 minutes sur des sujets inspirants avec des experts. Le sujet de la conférence, c'était qu'est-ce qui rend les gens heureux, en fait, et comment les gens vivent le plus longtemps possible. Et en fait, c'est un psychiatre qui s'appelle Robert Waldinger, qui a été le dernier directeur de la plus grande recherche scientifique sur le bonheur jamais faite jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et cette conférence, elle a été mise en ligne en 2015. Et qu'est-ce qu'il raconte? Un truc qui a été le point de départ de tout aussi, au-delà de que ça soit ma colonne vertébrale aujourd'hui, de tout mon boulot, c'est que en gros, il a fait une étude scientifique, donc avec des médecins, des chercheurs, etc., sur qu'est-ce qui faisait. Il voulait comprendre sur quoi reposait notre bien-être et la santé de l'être humain. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Et il a monitoré pendant 75 ans, donc c'est long, à peu près 2000 personnes. C'est une étude Harvard qui a commencé en 38 et qui s'est finie en 2013. Et en fait, de toutes les questions qui ont été posées, donc les gens ont été monitorés sur 75 ans. Et en fait, les gens les plus heureux, ceux qui vivent le plus longtemps et ceux qui sont en meilleure santé, sont ceux qui ont été bien entourés, donc qui ont mis du temps et de l'attention à leur tribu. Donc c'est leur entourage et soigner leurs interactions avec leur entourage. Donc évidemment que si derrière tu n'es pas en mouvement et tu manges pas bien, etc. Bon, on est ok, ça va pas aider, mais en tout cas le point d'ancrage, en fait, les gens les plus heureux et ceux qui vivent le plus longtemps sont ceux qui ont développé des relations humaines de qualité sur la durée. Et ça, bon, c'est vraiment la grande étude qui est sortie et qui a été largement partagée. D'ailleurs, il y a un bouquin super qui s'appelle The Good Life qui est sorti pas loin, il y a pas longtemps, en janvier 2023, là-dessus. Et après, il y a eu plein de recherches. Mais en gros, je me suis dit, ok, ça a été un espèce de truc que je me suis pris en pleine face en me disant, ok, c'est clé, en fait. Et en fait, quand j'ai creusé, évidemment que j'ai trouvé tellement d'autres recherches qui font partie de la première partie de mon bouquin. Mais en tout cas, c'est un besoin fondamental. Et du coup, de là, j'avais déjà en moi ces réflexes de soigner l'autre, de soigner mes relations aux autres. Mais en fait, comment on le fait au quotidien? Ça commence par on n'a pas besoin d'y passer. Si je vous dis tout de suite qu'on va y passer 3 heures par jour, non, ça va pas et ça marchera pas comme ça. Mais c'est en pensant à l'autre, et c'est pas forcément des interactions dans la vraie vie tout le temps, parce qu'en fait, dans nos vies, il y a un moment donné, il faut faire avec de la manière dont on peut le faire, et avec nos capacités de mouvement et de liberté, etc., et selon nos schémas familiaux aussi, et notre boulot. Mais en tout cas, c'est de penser à l'autre. Je prends un exemple. Le matin, parmi mes routines, parfois le matin, je fais des lectures optimistes, ce que j'appelle des lectures optimistes. C'est que, alors comme toi, moi je regarde pas la télé, je lis pas les journaux. En revanche, je me mets en mouvement sur quelque chose de positif. Donc c'est soit des bouquins qui vont m'inspirer, etc. Et tu peux être sûr que dans les 10 pages que je vais lire ce matin-là, il y a peut-être un passage qui va me faire penser à quelqu'un. Je prends une photo, c'est le seul moment où je prends mon portable en fait. Je prends une photo et après ma lecture et après ma routine et après mon brossage de dents et après ma douche froide, j'envoie ce passage à quelqu'un en disant ça m'a fait penser à toi, je te souhaite une bonne journée. Et maintenant, je le fais même beaucoup plus avec un message vocal ou une voice note, je sais pas comment on dit les gens. Et parce qu'en fait, transformons, c'est vraiment à chaque fois d'y mettre de l'intention et de l'attention. Ok, on transforme le SMS en note vocale. C'est plus sympa d'écouter quelqu'un plutôt que de lire un message. C'est super de lire un SMS parce que c'est une pensée vers l'autre. Et quand on pense à quelqu'un, on le rend vivant. Donc, en fait, commençons déjà par des choses qui sont dans notre zone
je sais pas si c'est de confort, mais en tout cas dans nos zones d'action. Il y en a qui sont pas à l'aise à forcément appeler tout le temps et c'est pas leur mode de fonctionnement. Ok, on passe à la voice note. Et d'autres manières d'être en lien. Alors effectivement, c'est d'y passer du temps. Moi, j'adore quelque chose qui me met en joie et qui contribue j'appelle ça une interconnexion positive. C'est de faire des ponts heureux entre les gens. Ok ? Donc, en fait, et ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais avant, on a tous des pépites à l'intérieur, ok ? Donc ça sert à rien, quand on parlait de gossip et tout ça, ça sert à rien, ça n'alimente rien. Le monde, il est déjà assez chahuté comme ça. Non, on va se connecter à la pépite de l'autre. On a tous des pépites à l'intérieur, mais il faut les partager en fait. Faut faire le step d'après de partager ces pépites. Et intérieurement, il y a des gens qui vont probablement écouter ce podcast, ils vont dire mais moi c'est quoi mes pépites? Bah non, moi j'en sais rien parce qu'en fait le cerveau va se connecter, va être un peu en sabotage. Non, on a tous des pépites. Partageons ces pépites. Donc prenons le temps aussi de valoriser la pépite chez l'autre. Et comment on la valorise? Une des manières, il y a mille et une façons. Une des manières, c'est de connecter les gens entre eux, de faire moi j'ai dans ma boîte mail, alors moi je décline tout en soleil, donc ça s'appelle Sunshine, mais j'ai appelé ça les Sunshine Match. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes mes mises en relation, j'en fais à peu près, je sais pas, tous les jours c'est sûr. Et quand je les fais par mail, eh ben je le mets dans ce dossier. Je me mets en copie cachée et je les mets dans ce dossier parce que je me rappelle en fait des ponts heureux que j'ai fait entre les gens. Et en fait, quand tu fais un pont heureux, eh ben derrière c'est très vertueux. C'est-à-dire que il va se passer quelque chose. C'est sûr. D'ailleurs quelqu'un nous a mis en relation, on a fait un premier échange, on a cette conversation ce matin et peut-être que demain ça va me faire penser à des gens à qui il faut que je te mette en contact. Voilà. Donc ça c'est des manières de faire, mais c'est prendre soin du lien. J'adore cette idée de pépites et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les collectionner au cours de la journée. Tu vois, tu as cité l'exemple de ce que tu disais le matin et puis à chaque fois, tu as essayé de penser à ok, qui est-ce que ça m'évoque et à qui est-ce que ça peut être utile. Donc ça, c'est une première. Déjà, c'est un mindset, tu vois. Mais tout au long de la journée, j'imagine, tu vois, potentiellement, tu vas dans un bon restaurant, bah paf, tu peux le noter de côté et puis potentiellement, tu pourras le conseiller à quelqu'un après ou y inviter quelqu'un d'ailleurs. T'as été voir un beau film ou que sais-je. Enfin, en réalité, tout est prétexte. Chaque action de nos vies, de nos journées. Est prétexte à collectionner une pépite et peut-être un support d'enrichissement du lien à l'autre ou de mise en relation ou de création de nouveaux liens. Je trouve ça intéressant aussi ta logique de pont heureux parce que c'est hyper vertueux, ça fait grossir le réseau entre guillemets, tu vois, par interconnexion, ça fait élargir un petit peu la tribu par cercle concentrique, un peu comme un escargot, et en même temps ça apporte de la valeur à tout le monde parce que potentiellement si tu les as mis en relation, c'est que c'est des personnes qui peuvent soit avoir des intérêts communs, soit contribuer ensemble, etc. Et donc il y a un côté hyper vertueux à ça, j'adore l'idée, et en plus même pour toi parce que du coup t'es utile à l'autre. Non pas que je veuille absolument trouver un côté utilitariste à la relation, mais malgré tout, tu vois, c'est ça aussi qui va faire qu'après, on va se souvenir de toi, on va avoir envie. Tu vois, c'est une façon d'entretenir aussi le lien, tu vois. Et d'ailleurs, tu dis que t'en fais tous les jours, ça me semble fou d'en faire autant. Donc, je me demande si tu as une espèce de CRM. Donc, le CRM, c'est une espèce de logiciel qui permet normalement de gérer un fichier client. Est-ce que tu as un CRM personnel qui te permet de noter toutes les relations que tu as et quels sont leurs centres d'intérêt, etc. pour y penser ou bien ça se fait naturellement? Non, tu sais quoi? Alors moi, s'il y a bien un truc où je suis nulle, mais d'ailleurs j'aurais besoin de conseils, donc s'il y a quelqu'un ou si tu veux m'aider là-dessus, mais en gros, moi je suis très l'IA, les trucs automatisés, tout ça, c'est très compliqué pour moi. Enfin, en tout cas, j'avance à micro pas. Je suis quelqu'un, je suis plutôt le naturel, la spontanéité et l'étincelle qui va se passer dans ma tête au moment donné où on va se parler. Mais moi, le point de départ quand même, et ça je pense que je l'ai pas dit depuis le début de notre conversation, mais en fait, de faire ce pont heureux, moi ça m'apporte énormément de joie. Donc, en fait, moi c'est le point de départ de cette mise en action du pont heureux. Ça m'apporte tellement de joie déjà d'écrire, parce qu'en fait, et quand je dis mettre de l'intention et de l'attention, quand je vais faire cette mise en relation
dans le mail, par exemple, si je prends l'exemple du mail, et parfois ça se fait sur WhatsApp, et parfois je le fais en message vocal. J'applique à employer les bons mots et des mots qui vont valoriser l'une et l'autre personne. Parce qu'en fait, les gens, ils ont aussi besoin d'être écoutés, besoin d'être valorisés. Ils vont pas le dire, évidemment. Mais en tout cas, c'est ça aussi, ça participe. Tu parlais un peu, tu faisais référence, enfin, j'imagine, à cette fameuse pyramide de Maslow, mais et nos besoins physiologiques, sécuritaires, estime de soi, etc. Bon, et d'ailleurs, enfin, il y a 5 piliers dans cette pyramide de Maslow. À chaque pilier, même s'il y a un pilier qui est vraiment dédié à la tribu, donc ce que lui a appelé le sentiment d'appartenance, tu peux pas aller d'un pilier à un autre s'il n'y a pas les autres. Donc, de toute façon, voilà, tous. Mais je m'applique à utiliser les bons mots. Je m'applique à valoriser l'autre. Je m'applique à faire ressortir ses pépites. Encore une fois, on a tous des pépites. Donc, essayons de valoriser les pépites de l'autre parce que, encore une fois, moi, j'aime bien mettre vraiment alors, j'aime pas les filtres, mais vraiment un filtre sunshine. Quel est le soleil chez l'autre? Il y a un soleil. Il faut juste l'identifier. Et parfois, il y a des contextes plus enclins que d'autres, mais en tout cas, il faut se connecter à ces pépites parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, j'ai pas de règles toutes faites. Et souvent, je fais des notes vocales aussi pour raconter, parce que en fait, une voix, ça chantonne. Tu le sens quand tu souris au téléphone. Tu sais, c'est le premier truc qu'on me dit je sais pas, en école de commerce. Je fais une école de commerce. Il faut vraiment avoir le bon mindset et sourire au téléphone. Mais on le sent, on le voit. C'est un mec qui fait la gueule, tu le sais, tu le sens, voilà. Même s'il est pas devant toi et que tu le vois pas, tu l'as pas à table avec toi, tu le sais. Donc oui, je le fais tous les jours et oui, ça m'apporte de la joie. Donc en fait, si ça alimente et si, encore une fois, c'est pas des choses, il faut pas le faire si tu ne ressens pas, si c'est pas toi. Et il y a d'autres manières de faire. Est-ce que c'est un email? Est-ce que c'est un petit message? Est-ce que c'est... Peu importe. Mais en tout cas, partager les pépites des autres, c'est hyper important aussi pour avancer. Et tu ne sais encore pas c'est comme le café avec des inconnus. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que tu vas faire un pont heureux et puis tout d'un coup, quelques semaines plus tard, on va te mettre en relation avec quelqu'un dont tu n'auras même pas imaginé l'existence. Et c'est ça, en fait, la magie de la tribu. C'est qu'on est tous interconnectés, mais faisons l'effort de se nous. Parce que sinon, ça va pas marcher. Il faut participer à cette chaîne humaine. Et on a une responsabilité de le faire et d'animer cette chaîne, de pas la couper. Je parlais effectivement, je faisais référence à la pyramide de Maslow, mais moi ma version de la pyramide de Maslow elle est un petit peu modifiée. Sur l'étage du bas, tu as les besoins physiologiques, sur l'étage au-dessus, tu as les besoins sécuritaires, et puis le troisième étage, pour moi elle a que 3 étages, c'est explorer, c'est-à-dire aller vers l'extérieur. Et donc l'exploration en réalité, et donc tu disais que l'autre était complètement intriqué dans le fait de répondre à la fois aux besoins physiologiques et de sécurité, et c'est complètement le cas, parce que c'est grâce à l'autre, d'ailleurs historiquement, qu'on pouvait aller chasser, qu'on pouvait trouver des animaux, etc., et qu'on pouvait maximiser ses besoins de sécurité, parce que justement, si tu étais exclu de la tribu, potentiellement tu mourrais. Donc la notion d'exploration, du fait d'aller à l'extérieur du camp, qui est nécessaire pour aller trouver des ressources et puis acquérir des connaissances sur ton environnement qui elles-mêmes vont t'aider à mieux survivre, et bien en réalité sont directement liés à cette force que te donne le groupe. Et c'est pour ça que dans un contexte de monde dangereux qui a caractérisé quand même la majorité de l'histoire de l'humanité, l'autre était pas seulement un choix, c'était une obligation vitale. Et la pire chose qui pouvait arriver, c'était justement d'être banni du clan. Et d'ailleurs, tu citais cette étude d'Harvard, on a évolué justement, la nature nous a doté d'un tas de mécanismes physiologiques pour nous pousser à aller vers l'autre. J'ai parlé plutôt du lien à l'autre et de à quel point il était antidouleur, anxiolytique, etc. Ça c'est lié notamment à l'ocytocine, qui est une hormone qu'on sécrète lorsqu'on est en contact, en relation avec l'autre. Et d'un point de vue physiologique, si on creuse vraiment, on s'aperçoit que la solitude est équivalente à un jeûne de nourriture. Donc ça a les mêmes effets que la privation de nourriture, quoi.
quoi. Et d'ailleurs, ça me met ça fait écho à un livre que j'ai adoré qui s'appelle L'animal exubérant, où il dit il parle de la faim et il dit que bien sûr tu peux avoir la faim liée à la nourriture, mais tu peux aussi avoir une faim de nature, tu vois. Tu peux manquer de nature et une faim de l'autre, évidemment. Donc une faim de mouvement. Donc tu vois, il y a plusieurs types de faim et elles ont toutes besoin d'être nourries. Donc j'aime bien cette notion de voir de façon un peu plus holistique la notion de faim et de se dire qu'on a vraiment besoin de nourrir. De la même façon d'ailleurs que j'ai compris que tu vois, on a différents types d'intelligence, l'intelligence créative, interpersonnelle, analytique, etc. Et elles ont toutes besoin d'être nourries. Et donc j'aime bien cette analogie avec des tigres. Tu as des intelligences qui sont des petits tigres et d'autres qui sont des énormes tigres. Alors le petit tigre, il va peut-être se contenter d'un steak et le gros tigre, il lui faudra un buffle. Mais tous les tigres ont besoin d'être nourris. Sinon, tu te sens pas parfaitement bien. Euh, dans cette logique de sérendipité, qui d'ailleurs, puisque on parle d'évolution, fait écho vraiment au fonctionnement de l'évolution et de la nature, qui a fondé les principes du vivant, qui est cet essai-erreur. C'est vraiment le fait d'avoir des variations qui parfois sont sélectionnées, qui a fondé ce qu'on est aujourd'hui. Et donc toi, tu t'ouvres à cette sérendipité, à cette variabilité avec les cafés que tu prends avec des inconnus. Comment est-ce que tu entretiens cette habitude? Tu as mis un petit message sur ton compte LinkedIn en disant envoyez-moi une invite, je prends des cafés avec tout le monde, ou alors tu fais des matchs sur Tinder pour trouver des gens. Comment tu fais? Non, alors, il y a une question que tout le monde me pose avec ces cafés avec des inconnus, c'est très drôle. C'est tout le monde me dit, mais Caro, je comprends pas, tu arrêtes les gens dans la rue et tu leur demandes si tu veux pas prendre un café. Alors non, spoiler alerte, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je fonctionne. Non, en fait, mes cafés avec mes inconnus, alors au tout début, et c'est toujours un peu le cas, mais maintenant ça a un petit peu évolué. En gros, aujourd'hui, comme les gens savent que je fais ça, les gens font eux-mêmes des ponts heureux avec moi. Donc ils disent ah mais Caro, il faudrait que tu rencontres Bidule chouette machin. Et donc du coup ils font ces mises en relation. Et donc du coup je rencontre beaucoup de gens par d'autres de ma tribu qui me disent que ça serait intéressant que je discute avec un tel ou une telle. Mais j'ai aussi, en fait, comment je les identifie et comment je prends contact avec eux, parce que ça c'est aussi un sujet. Et d'ailleurs, je vais probablement écrire un bouquin là-dessus, sur tout ce qui s'est passé avec ces inconnus. En gros, c'est des personnes que j'aimerais interroger, enfin qui m'intéressent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit que je les ai rencontrés à un événement furtivement, peut-être que il ou elle était sur scène et a parlé d'un sujet qui a fait tilt. Peut-être que je suis tombée par hasard, et ça c'est la joie des réseaux sociaux aussi, donc il faut savoir en tirer le bon et le côté positif. Sur Instagram. Est-ce que j'ai cliqué sur une vidéo, une histoire a été partagée, l'histoire m'a touchée. Moi je suis une hypersensible de nature, donc quelque chose qui m'a touchée, où j'ai versé une larme, c'est possible. Je le fais beaucoup. Bah du coup je me dis qu'il y a un truc à aller chercher et voilà. Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est à la télé? Je regarde vraiment très très rarement la télé, donc c'est assez rare. Mais voilà, donc est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une boîte? Est-ce que c'est un défi sportif qui se sont lancés? Est-ce que peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui a fait tilt et il y a eu une étincelle qui s'est provoquée. Et je me suis dit bon, il y a quelque chose que j'ai envie d'aller explorer. Tu parlais d'exploration, j'adore. Moi, quand les gens, petit aparté, mais quand les gens se posent des questions, j'ai beaucoup de gens qui me contactent parce que soit ils se posent des questions, ils sont dans une phase de transition. Le premier conseil que je leur donne, c'est de cultiver une posture d'exploration. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve ça génial cette thématique d'exploration. Et donc du coup, j'identifie ces inconnus et comment je prends contact avec eux. Alors ça c'est un gros sujet aussi, les gens me disent mais je comprends pas comment tu fais tout ça. Eh ben je reprends en fait mes ingrédients qui est ce dont on a parlé depuis le début de notre conversation, c'est la sincérité, c'est de faire le choix des bons mots. En fait j'envoie plein de bouteilles à la mer, plein. Et en fait ces bouteilles à la mer, elles sont sincères, elles sont authentiques. Je choisis les bons mots, donc je vais probablement passer peut-être 10 minutes ou 15 minutes à écrire ce message. Mais c'est 15 minutes que j'aurais utilisé pour valoriser l'autre, parce qu'en fait, c'est pourquoi j'ai envie de prendre un café avec toi, pourquoi j'ai envie de passer 30 minutes avec toi. Et d'habitude, je dis 30 minutes et puis souvent ça dure 1 heure et demie. Mais en tout cas, c'est de soigner cette
prise de contact. Alors ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur WhatsApp et puis parfois je regarde s'il y a quelqu'un qui connaît cette personne et je demande si on peut pas me faire une introduction. Donc c'est vraiment, en fait, si vous êtes honnête dans la démarche, si vous êtes hyper sincère, les gens ils vous répondent, je vous assure, ils vous répondent. Et il y a toujours, il faut trouver un petit point de contact ou un petit point d'accroche qui va faire que l'autre a envie de, bah peut-être de s'asseoir. Alors parfois parfois ça peut être en digital, c'est assez rare, mais parfois c'est aussi derrière un écran et en fait ça marche aussi. Donc ça c'est je dirais ouais, c'est une routine qui m'apporte énormément. Tu vois, tu parlais d'exploration, d'apprentissage. Je pense qu'on est vraiment sur les mots-clés de transmission, de s'élever les uns les autres, de partager ses pépites. Et encore une fois, tu sais jamais ce qui peut se passer de ces cafés avec un inconnu. Je pense que, enfin, j'ai plein d'histoires, mais il y en a une quand même qui est assez fantastique. C'est que j'ai quand même organisé, orchestré une demande en mariage au Salon du Chocolat. À l'époque, je travaillais au Salon du Chocolat, j'ai travaillé 8 ans au Salon du Chocolat. Et après un café inconnu, on a orchestré avec, elle s'appelle Chanty, une vraie demande en mariage au Salon du Chocolat sur écran géant, rediffusée sur les réseaux sociaux. Et en 8 ans de Salon du Chocolat, j'ai versé des larmes, mais j'étais vraiment en rideau de larmes, quoi. D'ailleurs, j'ai des frissons rien que d'en parler de ce qui s'est passé. Est-ce que je m'étais dit que ce matin-là, à 9h du matin, c'était il y a quelques années, quand je me suis assise en face d'elle, je savais ce qui allait se passer 8 mois plus tard? Non. Et c'est un chemin imprévisible. La tribu, c'est imprévisible. Mais c'est magique quand on y met du temps et de l'énergie. C'est hyper inspirant, ça donne vachement envie et en même temps je me dis que c'est plus facile quand on habite à Paris ou une grande ville que quand on habite à la campagne. Alors c'est vrai que tu as ouvert la porte avec la possibilité de le faire à distance. Tu vois, moi maintenant j'ai une vie assez casanière au bord du lac qui m'épanouit énormément parce que j'ai les montagnes, j'ai le lac, c'est un endroit hyper inspirant et apaisant, très tourné vers la nature et j'avais besoin de cette reconnexion à la terre, moi qui passe la majeure partie de ma vie derrière des écrans. Et pour autant, j'aime bien tirer l'élastique de l'autre côté. Et donc régulièrement, je vais à Paris pour le boulot. Et quand je vais à Paris, c'est l'effervescence. Je rencontre 10 personnes par jour. Je fais des marches avec des gens. Je bois des cafés. Je fais des déjeuners, des dîners. Enfin, j'arrête pas. Je fais que de rencontrer des gens, quoi. Donc je concentre à fond, tu vois. Et c'est un peu, j'aime bien la théorie de l'alter de Nassim Nicolas Taleb. Et donc d'un côté, je suis hyper casanier. De l'autre, je suis hyper social. Et je trouve mon équilibre comme ça. Mais je sais que je suis un cas un petit peu à part et que j'ai la chance de pouvoir vivre aussi de cette façon parce que je suis entrepreneur, parce que ceci, parce que cela. Comment est-ce que tu vois justement cette ruralité vs citadin dans un contexte de rapport à l'autre? Alors moi, j'ai besoin, et je me suis rendu compte il y a quelques années, alors même si toute ma vie est ce qui m'anime, c'est l'autre, donc c'est la tribu, j'ai besoin de ces moments hors tribu pour vivre, enfin pour que mon taux de vitalité, mon énergie soit renouvelé aussi. Parce que oui, la tribu m'apporte énormément d'énergie, mais ça pompe aussi de l'énergie. Et c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est qu'à un moment donné, notre énergie, elle est pas inépuisable. Il faut en prendre soin. C'est un quotient vitalité qui est essentiel et dont il faut faire attention. Je me suis retrouvée à quelques moments dans ma vie en zone rouge. Maintenant, les zones rouges, je les vois arriver un petit peu en amont. Et donc du coup, je fais en sorte de mettre dans le bon la bonne posture pour pas arriver dans ces zones justement et d'être proche de la nature. En fait, bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je parlais d'ancrage en tout début de notre conversation, l'ancrage dans de l'herbe, l'ancrage dans de la nature, de voir du vert. Tu vois, là, je regarde, j'ai ma porte est ouverte et j'ai un jardin en face de moi. J'ai de la chance d'avoir un jardin en face de moi. Bah, c'est pas pareil. La dynamique, elle est pas la même. Et la, la réceptivité et les vrais moments que j'accorde aux gens dans mon quotidien sont des moments de qualité. Comment j'arrive à cette écoute active,
à ce soin de l'autre, à cette disponibilité, à, à l'aide que j'apporte aux gens, de soigner la qualité de mes conversations, etc., c'est parce que j'ai aussi une base solide qui est en dehors de la tribu, avec moi et avec la nature. Donc en communion avec des choses qui m'alimentent de manière différente, mais essentielle, toujours dans les valeurs hein, et dans l'ancrage, pour avoir la disponibilité de me connecter à l'autre de manière optimale et de manière sincère. Et tu sais, l'écoute active, en fait, c'est essentiel. Les gens n'écoutent plus. En fait, alors je généralise, mais le téléphone portable, mais c'est un truc, il faudrait le jeter par la fenêtre, quoi. J'en suis la première. Je suis complètement obsédée par mon téléphone, mais c'est ridicule. Donc, tu vois, il y a vraiment un rituel que je m'accorde à faire, c'est quand je suis avec l'autre, mon téléphone, il est pas là. Il fait pas partie du voyage. Il fait pas partie de l'expérience. Non. Il est en dehors. Mais donc, du coup, c'est hyper important. T'as raison. En fait, c'est hyper important de mettre des limites et ou en tout cas de savoir que dans ta vie, enfin, en tout cas, moi, c'est ce dont j'ai besoin. C'est pour être totalement en union avec ma tribu, j'ai besoin aussi de ces moments hors tribu, quoi. T'as raison pour le téléphone. Hein, moi, déjà pendant que je bosse, de manière générale, surtout quand je fais mes phases de deep work le matin, il est éteint. De toute façon, il est toujours en mode silencieux. Et surtout, j'ai une règle fondamentale à la maison, c'est que pendant les repas avec ma famille, donc ma femme et mes filles, le téléphone est interdit à table. Et puis, je l'applique aussi quand je suis à Paris avec des gens, etc. Je n'utilise jamais mon téléphone, mais ouais, c'est vrai que c'est une catastrophe. Hein. Parfois, je suis au restaurant et je vois des couples, ils sont en train de manger ensemble au restaurant et puis ils sont chacun sur leur téléphone. C'est dramatique. Et par rapport à cette notion de tribu et de ces temps hors tribu, tu vois, je te parlais de ma tribu, celle que j'ai créée grâce au podcast et à des rencontres que j'y ai faites. Et donc, elle est un peu éclatée partout en France. Puis il y en a même certains qui sont sur les routes à travers le monde, qui sont souvent à Bali, au Japon, etc. Et pour autant, ça marche, tu vois. Chaque année, sous l'impulsion de mon ami Pierre Dufraisse, notre capitaine d'une certaine façon, parce que c'est lui qui a insufflé la première Nakama Bootcamp. Eh bien, pendant une semaine, on loue une maison et puis on se retrouve. Et donc chaque année, c'est quelqu'un de différent qui l'organise. Et voilà. Et donc, en général, on a d'autres moments où on se voit quand même dans l'année, mais on a au moins cette semaine-là dans l'année où on se voit. Et en fait, on s'entraîne ensemble, on parle ensemble, on rigole ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, et ça nous nourrit énormément. Et tu vois, quelque part, je pense que, tu vois, je reprends la perspective de la façon dont on vit nos relations à 18 ans vs à 30 ans. Et je te disais qu'on avait beaucoup de relations à 18 ans, moins à 30 ans, mais plus profondes. Eh bien, quelque part, à 18 ans, je sais que je voyais, parfois je sortais le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. En fait, je voyais tout le temps des gens. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de densité dans ces moments partagés. Donc, ils me nourrissaient pas énormément. Peut-être que sur l'échelle de nourriture, j'étais peut-être à 10%, tu vois. Et peut-être d'où la nécessité d'avoir autant de fréquences. Alors que de l'autre côté, peut-être que même si je voyais mes nakamas qu'une fois par an pendant cette semaine, il y a une telle densité dans ce qu'on partage pendant ce moment-là que ça peut nourrir pour l'année entière, tu vois. On est à 200%. Donc voilà, tout ça pour dire que la quantité est peut-être moins importante que la qualité. Et d'ailleurs, je m'en rends compte aussi d'un point de vue familial ou vacances. Tu vois, pendant longtemps, en étant entrepreneur, je prenais, les fois où je prenais des vacances, je partais juste 3-4 jours faire une petite escapade quelque part. Et le fait que ce soit court, te pousse à avoir beaucoup plus de densité dans ce que tu fais. Et en fait, en 4 jours, on avait l'impression d'avoir passé 2 semaines, alors que paradoxalement, des fois où tu pourrais prendre 2 semaines, concrètement, tu auras fait moins de choses ou pas plus de choses parce que tu pensais que tu avais le temps et donc t'en profites moins d'une certaine façon. J'aime bien cette notion de densité et je trouve que du coup, elle permet aussi de trouver l'équilibre, notamment lorsque on vit pas forcément en ville ou que, tu vois, étant donné qu'on a tous notre boussole, pour reprendre tes termes, potentiellement, c'est pas évident de trouver géographiquement des gens qui partagent la même boussole à côté de chez toi, mais c'est pas forcément deal breaker entre guillemets. Et t'évoquais ces cafés avec les inconnus comme l'une de tes routines de créativité, d'inspiration.
Et t'es quelqu'un d'hyper intuitif, on l'a compris, mais aussi d'hyper porté sur cette créativité. Ça se voit dans le livre que t'as écrit, ça se voit dans la façon dont t'as construit ton site, dont tu construis tes programmes. Je sais que tu fais des ateliers aussi autour de la créativité. Est-ce que t'as justement d'autres petits rituels qui te permettent de stimuler justement cette créativité, cette capacité à itérer, à explorer, à avoir de l'inspiration? Écoute, oui, j'ai plein de rituels, mais j'en ai un autre que j'adore. C'est celui de bousculer ma routine. Alors, il y a plein de manières de bousculer sa routine. Et j'ai une manière de le faire où j'ai aussi beaucoup d'histoires et qui me donne pas mal d'idées. Je vais te raconter 2 épisodes. Le premier, c'est d'oser. Alors, c'est toi qui l'as dit. À un moment donné, c'est la sérendipité. En fait, ça, il faut l'inviter au voyage parce que c'est ça qui va nourrir aussi ta posture créative. Et quand je parle de créativité, c'est aussi agilité du mental. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup de gens spontanément mettent créativité avec des mots-clés type artiste, euh, euh, peintre, le dessin, le machin, le truc. Non, c'est en fait bon, c'est beaucoup plus large que ça. Et dans cette sérendipité, qu'est-ce que je fais? À peu près une fois par semaine, ou plus d'ailleurs, mais en tout cas, j'essaye une fois par semaine d'avoir 15 minutes de sérendipité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que vraiment j'intègre de manière évidente dans mon planning. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si j'ai un rendez-vous à une heure précise, alors moi, j'habite à Paris, je voyage pas mal avec mon boulot, mais en tout cas, j'habite à Paris et je suis à pied ou en vélo. Ou en métro si vraiment il fait un temps extrêmement pourri et que je veux pas être en vélo sous la pluie. Je suis souvent en vélo sous la pluie. Et donc du coup, je pars à chaque fois 15 minutes avant l'horaire de mon rendez-vous, en tout cas de 30 trajets de mon rendez-vous. Donc j'ai 15-20 minutes qui sont 15-20 minutes d'exploration, de sérendipité, je vais aller pédaler dans une rue dans laquelle je pédale pas, je vais tourner à droite et à droite et à droite au lieu de faire gauche droite, etc. Et puis je vais explorer. Et en fait, je vais être vraiment en ouverture et voilà. Et j'ai une histoire que je trouve géniale, que j'ai d'ailleurs racontée dans mon livre, mais c'est un matin, du coup, je suis partie 20 minutes avant. Et je me suis dit, ah super, il faisait beau et tout. Et donc, du coup, je vais récupérer mon vélo sur la petite place devant chez moi. Je venais de déménager 6 mois avant, chez moi, non, 4 mois avant, bref. J'arrive à mon vélo, et pour une raison non identifiée, comme le hasard de la vie, il est magique, j'arrivais pas à enlever mon cadenas. Enfin bon, bref, je galérais. Et il y avait 2 types qui étaient là, et donc du coup on a commencé à discuter, je sais pas quoi, et il y a un des types qui me dit, bah attends, je vais t'aider à débloquer ton cadenas. Donc il m'a débloqué le cadenas, et puis du coup s'en est suivi une petite discussion. Il me dit, ah bah moi je suis Ludo et j'ai le magasin de vélo qui est juste là. Donc qui était vraiment en bas de chez moi. Je dis, ah bah super, moi je m'appelle Caroline et puis je viens de déménager ici. Et du coup il me dit, ah mais tu t'es emménagé? Ouais, bah là juste au-dessus. Il me dit, ah bah génial, ah ouais, bah t'as vu sur le Sacré-Cœur, parce que j'habite à Montmartre. Ah, vu sur le Sacré-Cœur. Et puis là je le regarde et je me dis, ben bon, alors pourquoi j'ai l'air étonnée? Parce que en fait quand j'ai visité l'appartement, et c'était toujours le cas 4 mois plus tard, il y avait un échafaudage. Et donc du coup les vitres étaient complètement teintées, enfin il y avait un tissu, enfin un plastique occultant. Et donc du coup, il m'assure, il me dit, bah attends, moi je suis Montmartrois, si tu habites au 4e étage, enfin il était super calé et tout ça, si tu habites au 4e étage, tu as vu sur le Sacré-Cœur. Ok, donc du coup je pars de là, j'avais une banane d'enfer, j'arrive à mon rendez-vous et tout, et puis je pense à ce truc, et je me dis, déjà je me dis, génial, maintenant je connais Ludo, qui est le spécialiste des vélos, qui est en bas de chez moi, et j'ai un vélo, c'est quand même cool. Et j'arrive à mon rendez-vous, j'avais la patate, tout ça. Le rendez-vous se passe super bien. Je rentre chez moi, je remets mon vélo. Et là, donc je suis au 4e sans ascenseur. Je monte 4 par 4 mes escaliers avec cette espèce de vision. Je me dis, mais attends, mais génial. Et donc du coup, ça n'a pas loupé. Donc donc c'était ma chambre en fait qui avait probablement vue sur le Sacré-Cœur. Donc j'ouvre ma fenêtre et je fais un espèce de petit trou dans le truc. Et en fait, il avait raison. J'avais vu sur le Sacré-Cœur. C'est-à-dire le Sacré-Cœur était devant moi.
Et en fait, cette histoire, pourquoi je la raconte et pourquoi je la trouve géniale, c'est parce que, si je m'étais pas autorisée à cette sérendipité de partir 15 minutes avant, est-ce que j'aurais rencontré ce type? Probablement que non. Est-ce que si j'avais pris le temps de papoter avec lui, machin là, bon voilà. Maintenant, c'est devenu un copain. Il répare mon vélo. Et en fait, pendant tout ce temps, parce que jusqu'au moment donné où j'ai monté les 4 étages, machin, il s'est passé à peu près 4 heures de temps. En fait, ces 4 heures de temps, j'étais dans la good vibes. J'avais un taux de vitalité. Je suis arrivée à mon rendez-vous, il avait changé. Pas que j'étais ni pas bien, ni machin, mais en fait, j'étais dans une super bonne disposition parce que je me suis dit, bah, il a probablement raison, son histoire elle est super, j'ai peut-être vu sur le Sacré-Cœur et tout ça. Et en fait, bah du coup, et puis alors évidemment parce qu'on la connaît l'histoire, les échafaudages qui doivent durer 3 mois, finalement ils durent 9 mois. Enfin, en tout cas à Paris c'est. Hein. Et donc du coup, bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fait un énorme trou dans le truc et je me suis dit, bah attends, moi j'ai envie d'avoir, même s'il y a un petit échafaudage, je voyais quand même le Sacré-Cœur devant moi. Et donc du coup, il m'avait apporté énormément de joie. Les 6 mois d'après, bah c'est pas pareil quand tu regardes le matin avec ta Sacré-Cœur. Bon, évidemment, t'as 2-3 personnes qui passent sur l'échafaudage, mais ça m'avait apporté énormément de joie. Et ça, bah c'est de la créativité, parce que moi je dis toujours, un leader, il n'est pas leader s'il ne prend pas soin de son énergie créative. C'est essentiel, prendre soin de son énergie créative. Donc ça, c'était une première. Donc vraiment s'octroyer 15 minutes d'exploration, ou en tout cas de partir avant un rendez-vous, ça c'est un peu mon truc. Et puis le deuxième conseil, et ça vraiment, je m'y attelle aussi, c'est d'alterner des moments de switch off et des moments de switch off on. Alors je m'explique. Les moments de switch off, pour vraiment se remettre dans une énergie créative, c'est des moments où on ne fait rien. De valoriser le rien. Parce que dans le rien, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs dans le cerveau, il se passe plein de trucs dans le corps. Et en fait, moi, ça a été un espèce de révolution pendant le confinement, hein, sans grande originalité. Mais en gros, j'avais compris, alors moi j'étais confinée à Paris, dans un appartement, pas de terrasse, pas de tout ça, pas de machin, mais je m'étais rendu compte, bon il faisait un temps de rêve, hein, premier confinement si on s'en rappelle, et en fait je m'étais rendu compte que 1h30 par jour, si je mettais j'avais un espèce de fauteuil club super comfy, si je le mettais dans une position extrêmement précise, j'avais le soleil qui venait 1h30 à ma fenêtre et tout ça. Donc j'avais mis le fauteuil et tout ça. Et donc du coup, tous les matins, tous les jours pendant le confinement, c'était juste après le déjeuner. C'était de 13h30 à 15h à peu près. Et ben alors là, personne ne pouvait me parler. J'étais en réunion. En réunion avec le soleil. Enfin, en tout cas, voilà. Et en fait, et pendant 7h30, je ne faisais rien. C'est-à-dire que, mais même pas une ouverture de bouquin. Hein. C'était la respiration, c'était Et en fait, au bout du 2e jour, bah, c'est là où j'ai eu l'idée d'animer des moments de déconnexion avec ma tribu. Et ça a été tout le point de départ de l'intégralité de mon switch et de ce pourquoi je suis payée aujourd'hui. Tout ça dans un moment de ce que j'appelle de switch off, de silence, où je me suis autorisée à rien faire. Donc m'autoriser à rien faire, aujourd'hui, c'est le point de départ a été ça pour aujourd'hui faire un métier pour lequel je suis rémunérée. Donc ça, c'est vraiment les moments de switch off. Et les moments de switch off on, c'est quand tu fais un moment de déconnexion, mais qui est où ton cerveau va être alerte. C'est-à-dire, c'est une expo, c'est lire un livre, c'est t'autoriser des premières fois, c'est tout ça. Tu vas pas être dans une inactivité totale, mais tu vas être dans un moment un moment de déconnexion, en tout cas de soit ta famille, soit ton boulot, soit des choses identifiées dans ta vie qui vont te permettre, encore une fois, exploration, inspiration, et il y a des trucs qui vont se débloquer dans le cerveau. Concernant la sérendipité et l'exemple que tu donnais, moi j'en ai un autre, j'adore lire, et puis il y a beaucoup plus de choses qui m'intéressent que je n'ai de temps à disposition pour les traiter.
Donc c'est le grand drame de ma vie, et donc j'ai une bibliothèque qui est toujours débordante avec plein de bouquins, et puis en fait je m'achète des piles de livres, et puis j'ai pas le temps de tous les lire, et en plus de ça il y en a plein dans ma liste d'attente que j'ai même pas commandé et encore acheté, qui sont là en train de sommeiller en attendant le bon moment. Et pour autant, lorsque je voyage, j'aime bien m'arrêter dans les relais, tu sais, regarder les magazines à vendre, alors même que la plupart du temps, enfin j'ai pas envie d'en acheter parce que je sais que j'ai déjà pas assez de temps pour lire les livres qui m'intéressent. Mais j'aime bien quand même faire cette petite pause et puis regarder les titres, mais de tous les rayons, tu vois, pas seulement des choses qui m'intéressent. Et je trouve que c'est quelque chose justement qui peut porter à ma conscience des idées, des choses auxquelles j'avais pas pensé, des nouveaux sujets d'intérêt, etc. De voir aussi un petit peu quel est le mood, un petit peu la vibe du monde à ce moment-là, puisque comme je te dis, comme je regarde pas trop les infos et tout, ça te permet de t'imprégner un petit peu du monde. Et pareil, dans les librairies, j'aime bien aller dans les librairies et regarder même des rayons qui m'intéressent pas du tout, en tout cas de prime abord. Et comme ça, parfois, je découvre des livres, des pépites, et pile le truc, tu vois, qu'il me fallait au moment précis, que j'aurais jamais trouvé ou été chercher parce que c'est pas dans ce qui m'intéresse sur ce moment-là. Mais en réalité, j'arrive quand même à faire un lien, tu vois, et c'était le truc qui m'apportait un peu plus de perspective. J'adore penser de façon en arborescence, tu vois, et faire des liens entre plusieurs disciplines et plusieurs choses. Et donc, ouais, j'ai souvent découvert des trucs assez intéressants comme ça. Et l'autre point concernant cette énergie, tu disais, la responsabilité d'un leader, c'est de préserver son énergie et son énergie créatrice. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parlais de ces moments switch on où tu fais quelque chose, mais en même temps pas grand-chose. Moi, je m'aperçois que quand je vais courir ou que je vais marcher, et que j'ai ces temps off, justement, c'est là où souvent je trouve des solutions à mes problèmes, que j'ai de meilleures idées, etc. Et donc, c'est hyper important. Et maintenant, j'en vois vraiment la valeur. Avant, j'avais tendance à culpabiliser parce que j'ai tellement de choses réelles, pratiques, mesurables à faire dans ma journée, que ces temps dont tu connais pas le résultat étaient généralement dépriorisés. Comme le temps à l'autre d'ailleurs, hein, où tu vois pas directement le ROI. Donc parfois, ça te demande un engagement. Et puis, lorsque tu t'aperçois par empirisme que finalement ça t'apporte plus que ça ne te coûte, bah là, même si le ROI tu le connais pas à la base, tu le sais par expérience, et donc t'as plus facile à t'y engager. Après, les temps full off dont tu parles, où tu fais vraiment rien de rien et t'es juste en train de regarder le paysage, j'avoue que ça m'a plusieurs fois fait envie parce que j'en ai entendu parler, parce que je suis convaincu que de l'intérêt de la flânerie et de l'ennui, justement pour stimuler cette créativité. Mais j'avoue que j'ai encore du mal à consacrer des moments dans mon agenda qui est assez rempli à ces moments-là, même si d'une certaine façon, indirectement, j'en ai. Tu vois, quand je vais, par exemple, m'amuser avec mes filles, et tu vois, par exemple, et donc elles sont en train de nager, puis je regarde le lac, ou des choses comme ça, où j'ai les yeux un peu dans le vague. Donc voilà, j'ai des petits moments comme ça, mais j'aime bien en tout cas ton idée de réunion avec le soleil, parce qu'il y a la logique de réunion, sous-entendu, c'est un investissement, c'est pas du temps perdu, tu vois. C'est quelque chose d'utile, au même titre qu'une réunion, mais avec le soleil, tu vois. Donc ça me parle beaucoup. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que je te rejoins tout à fait sur cette nécessité, et on a tendance parfois à l'oublier quand on est entrepreneur, C-level, manager, etc. De préserver son énergie pour prendre de meilleures décisions, pour avoir plus de clarté mentale, et c'est vraiment fondamental, tu vois. Donc, je pense que pour être plus productif et avoir plus d'impact, en réalité, il faut moins travailler. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Tu vois, pendant tout un temps, je travaillais 80 heures par semaine. Maintenant, je travaille peut-être que 40. J'en sais rien, tu vois, je les compte pas, mais je suis 100 fois plus efficace et j'ai beaucoup plus d'impact. J'ai de meilleures idées, je suis plus créatif, concentré, etc. Donc, ça change. Je te parlais de densité tout à l'heure, liée aux relations humaines et au fait de passer une semaine avec mes amis qui me ressourcent beaucoup plus que d'avoir des relations jeudi, vendredi, samedi. Bah, c'est un petit peu la même chose avec le boulot. Essayer de travailler avec plus d'intensité, plus de conscience. Et puis, dans la logique de ces rythmes ultradiens où tu travailles 90 minutes et puis après tu vas marcher 20 minutes dans la nature pour te régénérer, vraiment voir la concentration d'ailleurs comme un muscle, un peu comme si tu étais en gainage ventral. Et tu vois, tu peux pas tenir éternellement cette position. Bah, après, tu as besoin de relâcher pour rebooter un petit peu ces voies dopaminergiques, la dopamine étant le neurotransmetteur qui pousse vers l'extéroception, vers la poursuite de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, et qui font notre motivation. Euh,
Tu nous as partagé plein de petits hacks comme ça, Caroline, que ce soit pour créer cette relation à l'autre, que ce soit avec la douche froide, la respiration, l'ancrage, stimuler sa créativité. Est-ce qu'il y a d'autres, et tu nous as parlé de ta routine matinale, est-ce qu'il y a, il y a d'autres hacks que tu vas utiliser aujourd'hui pour exprimer ton plein potentiel, dont tu n'aurais pas encore parlé? Écoute, qu'est-ce que je peux te parler? Bah, en fait, non, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui était essentiel, en tout cas ce qui me fait avancer aujourd'hui. Non, peut-être que il y a peut-être deux choses que euh, je pourrais rajouter dans ce. C'est plutôt c'est des hacks pour se connecter à l'autre de la bonne manière. Euh, un, c'est le sourire. Alors là, je vais vraiment enfoncer des portes ouvertes, mais j'aime bien parce que je me dis que c'est important de revoir nos fondamentaux. Et d'en revoir ces fondamentaux, c'est des choses qui sont complètement qu'on sait, mais qu'on a oubliées et qu'il faut remettre au cœur de nos vies. Et un, c'est le sourire. Et il y a trois chiffres sur le sourire. En fait, les gens, ils se rendent pas compte de l'impact d'un sourire sur l'autre. C'est fou, enfin, de l'impact d'un sourire et ou de plein d'autres petites attentions. Mais en tout cas, le sourire, il est clé. J'en parlais, je disais un peu avant que le sourire au téléphone, ça se sent, ou dans un message vocal, ça se sent aussi. Et quand je guide des respirations, parce que un de mes métiers, c'est de guider des respirations, tu sens l'énergie de la personne si elle sourit. C'est fou, hein. Même quand tu respires et que tu as les yeux fermés, etc. Donc le sourire, c'est clé, et commencer par un sourire. Parce que je vais partager trois chiffres que je trouve hallucinants. Là aussi, c'est comme l'étude d'Harvard, ça m'a fait un espèce de coup de bambou. Et je me suis dit, ok, bon, celui-là, je vais les retenir. En fait, quand on était enfant bébé, on souriait à peu près en moyenne 400 fois par jour. Bon, 400 fois, c'est énorme, c'est super. Sauf que, sauf que la courbe, elle a dégringolé au fur et à mesure de nos vies. Et adultes, bah d'ailleurs, je peux te poser la question. Combien? Alors, c'est des moyennes, hein, c'est des gros chiffres. Il y a des gens qui sourient beaucoup plus que d'autres, évidemment. Tu penses qu'un adulte sourit à peu près en moyenne combien de fois par jour? Alors, moi déjà, je souris beaucoup et les auditeurs du podcast connaissent très bien mon histoire du sourire que tu donnes à la caissière et qui peut illuminer sa journée. Donc, je suis assez convaincu du truc. Après, je pense que c'est en baisse, ne serait-ce que parce qu'on est beaucoup plus individuel, donc on rencontre moins de gens et on sourit peut-être moins avec soi-même ou derrière son ordinateur. Donc, tu disais 400 fois par jour à l'époque. Alors, je pense que ce chiffre peut peut-être augmenter quand tu as des enfants, parce que moi, dès que je vois mes filles, tout de suite, ça me donne le sourire. Je sais pas, je dirais 50. Ouais, t'es pas très loin. Une vingtaine de fois par jour. Non, mais c'est hallucinant. Donc, de 400, on passe à 20, ok? Donc, ça a été une première prise de conscience pour moi. Je me suis dit, non, non, il faut remettre le sourire au cœur de nos vies, c'est pas possible. Parce que pourquoi? Pourquoi? Le troisième chiffre, il est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, si un premier sourire sur quelqu'un, en une journée, hein, voilà la temporalité. Un sourire à quelqu'un impacte une chaîne de 500 sourires à la chaîne sur une journée. Donc en fait, tu sais pas, le sourire à la caissière, c'est une superbe, j'adore cet exemple. En fait, et je dis aussi beaucoup, euh, je le dis dans mon bouquin, de prendre soin de son premier cercle de proximité. Mais en fait, le premier cercle de proximité, c'est là où tu habites. Alors, toi, tu es peut-être pas forcément dans un immeuble, j'en sais rien, mais en fait, les gens de ton immeuble, la personne qui est au café en bas de chez toi, mais c'est des gens que tu vas croiser peut-être probablement plus que tes potes. Donc, c'est hyper important de les soigner. Même si t'as pas envie de discuter avec eux, un sourire. Et en fait, ça change la dynamique de ta journée. Donc ça, c'est un de mes hacks. Et le deuxième hack, euh, qui, qui pour moi a été, je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc moi, mon point de départ, c'est que je suis une hypersensible, hyper émotive. Donc ça, voilà, bon, je vis avec. Mais en fait, j'ai souvent des larmes qui montent. Et c'est des larmes, c'est pas forcément des larmes de tristesse, c'est des larmes d'émotion, c'est des larmes de. Et en fait, j'étais très mal à l'aise avec ces larmes pendant des années, des années, des années, des années.
en me disant qu'en fait c'était un défaut. Donc du coup, en fait, dès que mon émotivité, elle commençait à monter, je faisais n'importe quel hack, qui ne marchait pas d'ailleurs, hein, en vain, pour essayer de pas pleurer et pour que cette émotivité, elle monte pas. C'était la catastrophe, parce qu'en fait, plus tu veux l'évacuer et plus elle arrive au galop. Donc c'est vraiment ça, j'ai bien compris que j'allais dans le mur à chaque fois. Mais en fait, j'ai compris, alors avec le froid, avec mon histoire avec le froid, que en fait, ma vulnérabilité, c'était mon super pouvoir. Mais en fait, j'ai compris aussi que c'était le super pouvoir de tout le monde. Et que, en fait, si tu voulais te connecter à l'autre de manière sincère, authentique, et que tu voulais développer un lien qui était fort et un lien qui avait du sens, tu parlais de masques, abat les masques, et on se connecte à sa vulnérabilité. Parce que ce qui est génial, c'est que l'être humain, il est complètement ambivalent. C'est-à-dire que on adore et on apprécie la vulnérabilité chez les autres. En revanche, la nôtre, on est en mode non, non, c'est surtout pas, je veux pas. Alors qu'on l'adore chez les autres. Non, non, soyons forts dans notre vulnérabilité, parce qu'en fait, c'est ça la clé. Ça commence par un sourire. Si la vulnérabilité s'invite au voyage, bah c'est top, en fait, on est des êtres humains. Donc, c'est notre histoire, c'est une partie de nous qu'on n'a plus besoin de cacher. En fait, c'est ça qui va faire que il va y avoir une connexion, il va y avoir une histoire, il va y avoir quelque chose d'assez beau. Et en fait, encore une fois, dans un monde qui est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ça qui va nous sauver. C'est les sourires, c'est la vulnérabilité, c'est une larme qui s'invite au voyage, c'est nos émotions. Donnons-nous la permission et l'autorisation de nous connecter à tout ça, parce que c'est ça qui va faire que le nous va prendre une autre dimension, quoi. C'est vraiment chouette de revaloriser cette vulnérabilité parce que, outre le fait que, comme tu le dis, ça nous permet d'entrer en connexion beaucoup plus profonde avec l'autre, c'est aussi cette peur d'être rejeté, d'échouer, qui qui brime notre capacité à explorer. Or, on l'a vu, l'exploration, c'est ça qui te permet de vivre des premières fois, qui te permet de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et d'ailleurs, on parlait aussi d'apprentissage. Tu disais que tu apprenais beaucoup en parlant avec les autres, et moi aussi d'ailleurs. Et si tu veux apprendre de l'autre, eh bien, il faut que tu puisses accepter le fait de ne pas savoir, accepter ton ignorance et la dire et l'avouer. Or, de manière générale, enfin en tout cas, moi j'ai souvent été comme ça. Je connaissais rien, ne comprenais rien à ce sujet et je faisais comme si j'avais compris parce que j'avais pas envie de me montrer vulnérable. Mais d'une part, ça me permet pas de créer des liens de qualité et en plus de quoi, ça me permet pas non plus de devenir plus intelligent. Donc je trouve ça beau de voir la vulnérabilité non pas comme une tare ou quelque chose qu'on devrait cacher ou éviter, mais comme un super pouvoir qui nous permet en réalité de construire des relations beaucoup plus profondes. D'ailleurs, quelqu'un qui serait parfait entre guillemets nous énerverait. C'est aussi justement, même d'ailleurs dans le vivant, dans des pierres, etc., dans des pierres précieuses, etc. Enfin, c'est aussi toutes ces petites imperfections qui rendent les choses charmantes, tu vois, les choses parfaitement lisses, parfaitement symétriques, parfaitement parfaites, en général, sont beaucoup moins belles que celles qui ont du charme. Euh, en parlant de rapport à l'autre, cette fois-ci dans une relation intergénérationnelle, si tu avais une leçon de vie à transmettre à tes enfants, réels ou imaginaires, ça serait quoi? Ah là là, c'est une bonne question celle-là. D'y aller même si t'es pas prêt. Et de pas avoir peur. De pas avoir peur parce que la peur, moi, je l'ai transformée en moteur. On a tous peur. Mais à un moment donné, faut y aller et faut essayer de mettre le regard des autres de côté, même si moi, ça a été euh, très présent dans toutes les étapes de ma vie ouais, de me dire, bah, qu'est-ce qu'ils vont en penser, et en fait, on n'est jamais prêt. Deux, il y a toujours des peurs. Et trois, il y a toujours des gens qui vont avoir un avis. Bah, en fait, il faut y aller quand même. Et on se rend compte que si on y va quand même, et ben, il se passe des trucs de dingue parce qu'on va rencontrer les gens qui vont nous donner, qui vont minimiser nos peurs, qui vont nous donner de l'énergie
et qui vont probablement aussi faire des ponts heureux avec d'autres gens pour nous aider à gravir ces montagnes. Donc voilà, c'est les peurs, la vie des autres et quand on n'est pas prêt, c'est des fausses excuses. Est-ce qu'il y a un sujet important, une conviction que tu avais sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années? Le froid. Le froid, je parlais de peur, c'était quelque chose, j'étais une grande frileuse. Et finalement, j'avais beaucoup de peur sur le sujet du froid, mais on m'avait beaucoup dit que ça avait énormément de bienfaits pour le corps et pour la tête. Et donc du coup, un jour, j'ai sauté le pas. En fait, j'ai fait un bain glacé. Je fais une expérience de glace. Et en fait, aujourd'hui, ça a été une expérience assez transformative. Toujours parce que j'avais cette posture d'exploration dont on parlait avant. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'une de mes plus grandes peurs est devenue une de mes plus grandes sources de revenus. Et ça, c'est beau finalement. Mais parce que je me suis autorisée à donner la permission. Et en fait, je pensais que le froid, c'était plutôt, c'était un danger, c'était une grande peur, je le mettais dans cette case-là. Et maintenant, je l'ai transféré de case. Et je la mettrais dans la case du bien-être, de la joie, des connexions, d'un monde brut et d'un monde sincère. T'as parlé des ponts heureux. Est-ce qu'il y a un pont heureux que tu aimerais faire en me recommandant quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de Limitless pour parler de potentiel humain? Alors, j'ai tellement de gens. Non, spontanément, c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup, mais qui est passionnant, avec qui j'ai été invitée à faire une conférence sur d'ailleurs tous les sujets dont tu parles. Il y a quelques mois. Il s'appelle, c'est un docteur qui a fait énormément de recherches, etc., qui est le ponte sur la longévité en France, mais que tu connais d'ailleurs peut-être déjà, qui s'appelle Claude Dalle. Donc je sais pas si ça te... Non, je le connais pas. Je le connais pas, mais écoute, c'est un sujet en tout cas qui est vachement intéressant. Donc si tu peux nous mettre en relation justement, faire ce pont heureux, carrément, ça m'intéresse vachement d'en discuter. Et ça ferait un beau sujet. J'ai déjà parlé un petit peu du vieillissement avec le docteur Denis et aussi avec Vincent Foulonneau, mais justement ça complétera tout ça, donc avec grand plaisir. Caroline, je te remercie pour ton temps. On te retrouve dans ton livre qui s'appelle Nous, vendu sur internet et dans toutes les librairies. Tu as aussi un site Caroline Arditi sur lequel on peut retrouver les ateliers que tu proposes, notamment autour du froid, de la créativité. Est-ce qu'il y a d'autres... si on veut boire un café avec toi en tant qu'inconnu, on te contacte quoi sur LinkedIn? Écoute, ouais, sur LinkedIn, Caroline Arditi, A-R-D-I-T-I, et sinon mon site internet, carolinearditi.com, ou sur Instagram, je suis aussi assez active, et sur Instagram, c'est Caro, et le tiré du bas, Arditi. Voilà. Ok, de toute façon, je mettrai tous les liens dans l'article lié qui récapitulera également les meilleures citations et puis tous les tips que tu as donnés pour créer sa tribu, entrer en lien avec l'autre et puis voilà, vivre une vie intentionnelle et épanouie. Je te remercie, c'était vraiment hyper intéressant, beaucoup d'outils concrets. Je suis content tu vois, moi je me passionne pour l'exploration du potentiel humain, mais sous toutes ses formes, tu vois. Et je suis content d'avoir pu faire cet épisode justement sur l'intelligence collective d'une certaine façon, parce que tu vois, on parle aujourd'hui de la force des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, en réalité, c'est des tas de réseaux de neurones virtuels qui sont connectés les uns les autres et qui permettent d'obtenir des super puissances de calcul. Et en fait, on l'oublie, mais c'est aussi la façon dont on fonctionne en tant qu'humain. Déjà, à notre échelle microscopique, toutes nos cellules, etc., sont en connexion les unes les autres, nos cerveaux, nos neurones, etc. Mais même dans notre relation à l'autre, il y a une étude comme ça que j'ai trouvée hyper intéressante où ils avaient mis des capteurs sur des gens pendant qu'ils écoutaient un spectacle de musique. Et donc, c'était des capteurs qui regardaient toutes leurs données physiologiques et ils sont aperçus que pendant ce concert, il y avait une réelle synchronisation à la fois de leur rythme cardiaque, mais aussi de leur pression artérielle, de leurs taux hormonaux, de leurs oscillations sur le siège, de leur rythme respiratoire. Donc, tous ces gens-là rentraient vraiment en résonance les uns avec les autres. Et voilà, tu vois, c'est une forme aussi...
l'intelligence collective, c'est pas juste un mot, c'est pas juste un mythe. Ça existe d'un point de vue physiologique, ça existe d'un point de vue mental, d'un point de vue créativité, d'un point de vue recherche, d'un point de vue développement de nouvelles idées. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et ce mot, ce nom de tribu est hyper évocateur parce que il nous donne la responsabilité de créer notre tribu plutôt que d'en être simplement comment dire, plutôt qu'elle soit simplement la conséquence d'une proximité géographique ou professionnelle. Et donc, je te remercie vraiment de nous avoir donné tous les outils aujourd'hui pour le faire. Super. Et ben écoute, je finirai aussi par une phrase que j'adore, enfin une question que j'adore, qui est de Charles Pépin. Donc c'est pas de moi, mais comment devenir soi sans rencontrer d'autres que soi. Et je trouve ça génial. Effectivement, ça résume bien notre échange. Merci beaucoup Caroline, je te souhaite une merveilleuse journée ensoleillée, je te fais un grand sourire justement pour ça et donc j'espère que que tous les auditeurs qui ont écouté ce podcast entendront nous sourire et que par effet boule de neige, eh bien ça en générera quelques centaines de milliers d'autres. Merci David. Bye bye.